Plus les gens écoutent de podcasts, plus les gens écoutent de podcasts. Oui. Et oui, fatalement. Donc on a tout à fait intérêt à ce qu'ils écoutent. J'avais jamais vu ça comme ça, mais effectivement... C'est vrai, c'est complètement addictif comme pratique le podcast. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Coucou. Comment ça va? Mais ça va, plutôt bien. Ah, cool. Hicham. Coucou. Ok, très bien. On continue sur un schéma. Ça va? Ça va et toi? Bah, très bien, merci. Camille. Bonjour tout le monde. Hello, ça va? Bah ça va, et toi j'espère que tu vas bien. Ah, très bien, merci. Tu es C'est resplendissant aujourd'hui. cool. N'est-ce pas? Une fois de plus. C'est Il cool. portait T'as déjà Comme son d'habitude. pantalon saumon dimanche, donc il ne l'a pas aujourd'hui. Oui, je suis Non, toute samedi. Non, c'est faux. Autant pour moi. La question n'est pas là. toute déçue. Ne parlons pas vestimentaire. Et en plus, ça faisait longtemps que tout le monde n'allait pas bien. Ah, c'est fou, mon Dieu. Et aujourd'hui, on a une invitée qui est Lorraine. Salut Ilias, Comment ça va? ça va bien? Ouais. Et toi, ça va? Bah du coup je sais que tu vas bien, donc Bah, je vais le dire. Très bien. Ça, tu as été bien reçu, bien installé. Ouais, très bien, très confortablement Super. installé. Alors, Lorraine, vous la connaissez peut-être. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais? Alors, je fais du podcast, hein, comme on dit. Je fais du podcast chez Nouvelles Écoutes, dont je suis une cofondatrice. Et Nouvelles Écoutes produit des podcasts, dont un podcast que je présente qui s'appelle La Poudre, que certains connaissent peut-être. Certains Certainement. peut-être. Peut-être. Certains, certaines surtout. Probablement. On peut on peut dire que la plupart des gens connaissent, je pense. Mais je sais que, en tout cas, Pardon Maman connaît La Poudre. Parfois, Ilias en c'est parle de façon très généreuse. Ah, Et, c'est gentil. voilà, C'est très toujours flatteuse. sincère. Et voilà, je suis très contente d'être ici parce que j'adore Pardon Maman. Ah, c'est trop gentil. Ça me fait plaisir. C'est trop Et mignon. ben, tu sais que ça nous a fait extrêmement plaisir quand tu nous as répondu. C'était le petit stress. On a vu la réponse franche et sympathique. Ah, trop bien. Mais j'étais trop contente, j'étais c'est trop cool. Parfait, bah, c'était partagé. Et du coup, alors, tu peux peut-être pitcher un peu La Poudre pour les rares qui ne connaîtraient pas. Alors, La Poudre, c'est un entretien d'1 heure avec une femme qui est artiste ou militante. Et pendant 1 heure, j'explore avec elle son parcours, son enfance, son éducation, ses combats, son œuvre, sa vie, son œuvre, quoi, grosso modo. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est une démarche féministe parce que... tu vois, non, excuse-moi, j'ai de la peine pour toi. Ah, Hicham est en train Non, mais je préfère y passer tout Hicham est en train de mourir en fait. Il est en train de décéder, ça va bien se passer. Voilà. Non, mais c'est horrible de retenir une toux. Non, mais je veux pas infliger ça à qui que ce soit. Tous, Il Hicham, va les survivre. auditeurs peuvent savoir. On lui fait confiance. Donc, tu disais donc une démarche. C'est une démarche qui est féministe parce que mon propos est de créer un espace médiatique qui soit exclusivement réservé aux femmes. Et voilà, donc comme dans La Poudre, il n'y a pas d'hommes, du coup il n'y a pas d'hommes qui interrompent des femmes par exemple, des choses comme ça. Et voilà. Ah, c'est quoi intérêt à se tenir à carreau, putain. Du coup, je leur dire, on a Non. déjà parlé à la Non, FAQ. Mais voilà, c'est très chouette, ça fait, c'est très doux, ça fait, enfin, très doux et très fort, et ça fait beaucoup réfléchir, et voilà, ça s'écoute très bien. Donc on vous le conseille. Donc pour ceux qui n'auraient pas écouté. Bien. Du coup, alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va commencer par Camille, me semble. Absolument. Oui, pour changer. Et donc moi j'ai décidé de vous parler de la Bastille. Ah, Voilà. Un sujet d'histoire, donc. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me lance Bien, dans des un peu de sujets fraîcheur. d'histoire. Ouais, c'est Voilà. changer. Pour tester. Bah oui, Voilà. l'informatique, je te dis, ça ne durera qu'un temps. Hein, Mais oui, c'est- je sais bien et je suis tellement calée sur le sujet que je voulais découvrir c'est autre bien de chose. te voir et- prendre des risques. Je Moi, ça me sais. fait plaisir. Merci beaucoup. Et Lorraine, de quoi tu nous parlais? Je parlais de Marguerite Durand, qui est une féministe du début du XXe siècle, que j'adore. Ah, Hmm. parfait. Ouais. Hâte d'entendre ça. Quelqu'un Je me suis- sait qui c'est ici? Elle a une bibliothèque, tout ce que je sais. Tout à fait. Ah, C'est la sienne, elle la Ouais, il me possède. semble que c'est pas exactement ça, Ouais. mais il y a des idées. Il y a encore son nom sur le bail. Bah du coup voilà, au lieu de dire des bêtises. Bah c'est moi ensuite. Moi alors c'est par rapport à plusieurs auditeurs qui nous ont demandé des success stories par rapport au sujet qu'on a fait notamment sur Elon Musk. Et du coup je me suis dit que j'allais vous parler de Nick Woodman et de sa marque qui est GoPro. Et de pourquoi Un petit c'est peu une connu. success Yeah. story et en même temps ça en est pas une. Et en même temps vous parlez vite fait de ce que c'est qu'une success story dans la vraie vie. Ok, très bien, cool. Après ce sera Hicham.
Bah moi, je vais vous parler, j'ai pris un sujet spécial pour Lorraine. Je vais parler des bienfaits de la polygamie. Non, je rigole. Non. C'est une blague. mais pourquoi pas? Mais alors, C'est franchement, une blague. je crois que pour moi, le mariage hétérosexuel est pour un ultime objectif. Non, je vais parler d'un sujet beaucoup plus gai. C'est la prise d'otage à l'Opéra de Moscou en 2002. Grosse Ok, ambiance, hein. léger. super. C'est bien, ça met l'ambiance. Et je crois de toute façon, Yes, que tu vas clôturer toi aussi avec un Sur sujet la grosse ambiance. Ouais, Je ça va préférais rester. prendre un truc gay et je vais vous parler des enfers. Eh ben écoute, on va passer Voilà. une bonne soirée de merde. Ça va être super. Et vous verrez, ça va être trop cool. Non, Mettez une petite musique triste, genre la musique de la liste de Schindler, Et et c'est parti, en on vrai, y va. en vrai, c'est trop intéressant. Très bien. Bah, du coup, on va pouvoir enchaîner sur le sujet de Camille. Oui, on va partir sur Camille. Ça me paraît une bonne idée. Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Voyons, où l'ont-ils mise? Mais vous vous rendez pas compte du changement que ça a fait quand on a pris la Bastille, enfin. Monsieur, quand on prend le métro, ça fait un changement en République. Toujours les bonnes références. Mais toujours des références très historiques, très... Voilà, c'est pas... Tu Ça parles m'a comme fait- Herman, ça me fait flipper. Ça m'a fait redécouvrir ce sketch et qu'est-ce qu'il est drôle, Ah, on il ne est s'en trop lasse pas. Alors, la Bastille. Donc, je ne vais pas vous parler de la prise de la Bastille, mais de... Enfin, si, forcément un petit peu, mais je vais vraiment me concentrer sur le bâtiment en lui-même. Donc, la Bastille, est-ce que vous avez une petite idée de l'époque à laquelle on va entreprendre la construction de la Bastille? La construction. Moyen-Âge, 17ème. Le Moyen-Âge, mais alors je te rappelle que le Moyen-Âge a duré 1000 ans. justement. Mais qu'est-ce que 1000 ans à l'échelle de l'humanité? C'est déjà pas mal, hein, ça se resserre. Est-ce que c'est vraiment le Moyen-Âge? Oui, c'est au Moyen-Âge, Ah, oui. cool. Oui, oui, c'est au Moyen-Âge. 12e. Bah, t'es pas très très loin. 14e. Oh, Bah, ça 2 va. siècles Voilà. près. Oui, va, non, mais hein. oui, c'est ce que Ça je te va, dis. T'es franchement, pas ça très va. très loin. Je trouve ça Voilà. Ça passe. 14e. Donc en fait, c'est le roi de France Charles V qui, avec le prévôt de Paris Hugo Briot, se dit bah, je construirais bien un petit bâtiment pour protéger l'ouest parisien des attaques des Anglais. Alors, pourquoi protéger Paris des attaques des Anglais? Et pardon, j'ai dit l'ouest, mais il s'agit de l'est parisien. Tout simplement parce que nous sommes en pleine guerre de 100 ans. On est dans les années 1370. Les Anglais occupent tout le nord du territoire français. Et l'ouest parisien, pour le coup, est protégé par le Louvre, qui existe Ok. déjà, qui est une forteresse voilà, médiévale. J'en avais déjà parlé lors d'un précédent Très épisode. récemment. Voilà. Et le souci, c'est que les Anglais, on s'attend à ce qu'ils arrivent plutôt par l'ouest, hein, quand on voit la position de l'Angleterre, mais on se dit, ah, les Anglais, mon Dieu, qu'ils sont fourbes. C'est vrai que c'est très fourbe, un Anglais. Et donc, ils se sont dit, tiens, ils seront encore bien capables de faire le détour pour venir nous attaquer par l'est, les petits Sagouins. malins. Et du coup, dans le doute, on s'est dit. Voilà, donc dans le doute, on s'est dit, construisons un modeste édifice. Donc quand je vous dis un modeste édifice, 68 mètres de long, 37 mètres de large, 8 tours de 24 mètres de haut, modeste. Pas mal. On est Modeste. loin du Burj Khalifa quand même. Hein. Surtout que ça ressemble plus trop de nos jours. Voilà, pour les années C'est 1370, déjà pas mal, je trouve je te qu'on- l'accorde. on se démerde. Voilà. Et donc on va construire cet édifice qu'on va appeler la Bastille, en référence au mot bastide. Une bastide, c'est un petit bâtiment défensif en pierre. Je Voilà. reste stoïque, tu remarqueras. Voilà. Alors, Donc, ce choix de sujet était-il fait exprès? non, pas du tout. C'est un pur hasard, mais un bel hasard. Voilà. Parce que moi, la prise de la Bastide, j'en ai soupé quand même, hein, pas mal. Ouais, Voilà. j'imagine. Je préfère faire la blague maintenant, avant qu'elle vous J'imagine, vienne. Mais Très c'est bien. drôle. Et c'est très drôle. Voilà. J'aime Voilà. bien. Enfin, sur le long terme, vous Oui. allez être moins drôle, mais Au bout de la 30e fois. oui, voilà, la première fois, c'est drôle. Donc, on construit ce modeste bâtiment. Qui est entouré par un fossé très, très profond. On dévie un bras de la Seine pour remplir le fossé avec de l'eau. Et donc, ça nous donne vraiment une énorme forteresse assez lugubre aux portes de Paris, qu'on va tout de suite appeler la Bastille Saint-Antoine. Voilà, donc Saint-Antoine parce que c'était là qu'il y avait la porte et la rue Saint-Antoine. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a toujours la rue Saint-Antoine juste à côté. Et ce bâtiment a plusieurs utilités. Donc, c'est vraiment protéger l'entrée est de Paris, protéger l'hôtel Saint-Paul qui n'existe plus mais qui se trouvait dans le Marais au niveau du quartier actuel Saint-Paul, qui était l'endroit où résidait Charles V, le roi de France, et permettre à Charles V de se réfugier si jamais les Anglais nous attaquent ou si jamais les Parisiens font un petit putsch. Voilà, Au exactement, calme. une petite manifestation des familles. Oui. C'était pas une armerie, enfin, c'était pas là-bas où on stockait les armes. et Alors- les boulets de canon, etc. Alors, les boulets de canon à cette période-là, il n'y en a pas des milliers et des cents encore, ça viendra. On Mais n'a pas il encore y fait de en aura. sujet sur les boulets de canon. Mais Tout à fait. ça peut venir, pourquoi pas. Mais en tout cas, effectivement, oui, c'est un endroit où on va stocker forcément des armes. C'est l'endroit où on trouve des garnisons. Donc forcément, qui dit garnison, dit armes. Voilà. Jusque-là, ça va. Il y avait également une tour du trésor. Donc c'était un endroit où on stockait aussi une partie du trésor royal.
Mais donc, en fait, c'était le meilleur endroit à attaquer, quoi. Parce que tu trouves Exactement. des armes, tu trouves de la thune. Oui, et puis ça ne va servir à rien, étant donné que les Anglais, quelques années plus tard, prennent Paris. Voilà. Ouais, pardon. Et partout, voilà, allègrement, étant donné qu'ils descendent jusqu'à la Loire, hein, donc ils ont pris Paris dans tous les sens. Je savais pas ça. Ok. Et si, guerre de 100 ans. Jeanne d'Arc. Ah bah oui. Ah oui, C'était le moment Jeanne d'Arc. voilà, Je savais. Jeanne d'Arc arrive. Oh non, les Anglais, partez d'Orléans, vous C'est n'êtes pas vrai, très c'est vrai. sympathique. Le gentil dauphin, Flipper, il faut le sauver, tout ça, tout ça. Voilà. Et Tu donc, au final, c'est plutôt marrant parce que les premiers gouverneurs de la Bastille, c'est les Anglais pendant les 50 premières années. Voilà. Ok. Bah, Donc- comme quoi, ils étaient bien contents qu'il l'ait construit, quoi. Exactement. Ça fait joli, ça. Donc la Bastille, au début, elle fait un petit peu office de fourre-tout. On y met du trésor, on y met des institutions, des genres de ministères de l'époque, voilà. Donc je vous ai brièvement mentionné l'homme qui, avec Charles V, décide de faire construire la Bastille, donc qui est Hugues Aubrieux. Donc Aubrieux, à cette époque-là, est prévôt de Paris, donc c'est... Je vais vraiment tirer par les cheveux, mais c'est l'équivalence du maire de Paris aujourd'hui. Ok. Et il va énormément s'investir dans la construction de la Bastille. C'est tellement investi qu'il va se faire embastiller. Voilà, il va être un des premiers à tester les cellules. Alors, Voilà. on la garde. Voilà, pour une sombre affaire de sodomie. Enfin bref, voilà, Oh. il va y passer. Ah, mais c'est intéressant. Ça va, il y a pire. Enchaînons, finalement. Non, mais je vous raconte la petite histoire également de la Bastille, la grande histoire. On embastillait les sodomites. Oui, au Moyen-Âge, oui. Oui, bah oui, forcément. c'est- Ah oui, en même temps, c'est- qu'est-ce qu'on va en faire d'autre? Oui, voilà. Alors, deux choses. Cher auditeur, tu as appris le mot embastillé, déjà. Oui, exactement. J'espère que tu n'as pas pris le mot sodomite, mais c'est une autre histoire. Et ensuite, je vous invite à aller chercher des photos de dessins de la Bastille à l'époque, parce qu'on parle beaucoup de Ouais, la Bastille, les on en photos, voit les ouais. tracements dans le métro, Mais mais c'est- beaucoup de c'est- gens ne savent pas à quoi ça ressemblait la Bastille. Ah, moi je trouve finalement. qu'il y a un côté image d'Épinal. Enfin, après, c'est peut-être parce que j'ai fait des études Dans d'histoire, les- mais dans je les trouve qu'on a livres, tous une idée. Dans les je pense. manuels scolaires, il y a quand même l'image Oui, de la prise de la Bastille qui est quand On même la assez voit connue. un peu. Et pour vous faire une très très bonne Épinal, idée. la ville dans les Vosges ou... Oui, mais une Oui, image ça a un d'Épinal, rapport, mais c'est on y reviendra une Oui. autre fois. Voilà, fais-nous un sujet sur les images Ça d'Épinal si tu veux. Mais par contre, pour vous faire une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler la Bastille, vous pouvez tout simplement vous imaginer le donjon de Vincennes, qui est très très proche, Ah ouais, voilà, qui Oui. est très très proche tant en dimension, voilà. Et donc d'ailleurs, tous les films sur la Révolution où on a voulu représenter la prise de la Bastille ont été tournés À Vincennes. au donjon de Ah, Vincennes, pas mal. exactement. Voilà. Donc un bel édifice. Les Anglais arrivent. Au final, nous gagnons, nous autres Français, la guerre de 100 ans. Les Anglais repartent sur leur petite île. Et la Bastille, rapidement, va servir de prison. On se dit, tiens, c'est pratique d'y mettre des gens. Voilà. Donc un des premiers rois de France qui va vraiment utiliser la Bastille en tant que prison, c'est le roi de France Louis XI. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il n'est pas réputé pour être un des rois de France les On plus... connaît pas beaucoup Louis XI. Non, Mais ça il me dit était, quelque chose, il était mais- pas joyful, hein, Il était franchement. entre qui et qui Eh bien, il était entre Charles VII et Oh. Charles VIII, si je dis pas de bêtises. C'est pile poil les trois que je connais pas. Ah, c'est vrai. Ça, c'est dommage. Mais Louis XI, en fait, à la Bastille, va installer ce qu'on appelait les fillettes. Donc, c'est pas une chorale de petites filles. Hein. Pour Les- réveiller les prisonniers au petit matin. Voilà, donc les fillettes, quand on vous condamnait aux fillettes, en général, vous faisiez moins le mariole, étant donné que ce sont des petites cages en bois Mhm. où vous ne pouviez vous tenir ni allongé, Ni allongé, ni debout. ni debout. Il n'y a pas Voilà. soit une maîtresse de roi, soit le. Il n'y a pas une histoire comme ça Mais il y a un monsieur, hein, le monsieur qui a inventé les fillettes, il a passé 11 ans dedans, dis donc. Ah, Ouais. non, mais non, non, Si, non, si, j'y C'est crois pas, c'est pas Si, comme si. Guillotin qui se fait guillotiner Ouais, aussi. c'est ce que Non, j'allais dire. alors, faut pas alors inventer ça, c'est la légende. Ah. Mais Guillotin est mort au chaud dans son lit, je te rassure, il C'est n'a vrai jamais Alors été pourquoi on guillotiné. dit tous Il est qu'il a mort été en guillotiné 1800 et des patates. Donc Et on il est mort- diabolise en fait C'est une belle Guillotin. Exactement, Ouais. mais Diabolise la guillotine. il est mort au chaud, tranquilou. Cette chez rumeur lui de existe, vieillesse. je l'ai pas Ah oui, oui, inventée. oui, non, Ah oui, bien c'est sûr, c'est elle une existe. vraie, Merci, c'est une vraie rumeur. merci de Mhm. l'enlever de mon Voilà, esprit mais et de me c'est- donner les vrais faits sur la mort de Guillotin. Mais par contre, dans le même délire, tu as Louis XVI qui a énormément contribué à la construction de la Ah, guillotine. pour le coup, lui, on Voilà. est sûr qu'il a été guillotiné. Voilà, exactement. Mais Guillotin est mort au chaud. Et sinon, Bref. anecdote urbanisme, il y a un gymnase qui s'appelle le gymnase des fillettes dans le 18e arrondissement et qui vient de ces cages-là, donc c'est très très charmant. Voilà. Je t'en prie, continue. Bonne ambiance. Donc c'était des petites cages très confortables. Alors aujourd'hui, on se pose une question, on se demande est-ce que les fillettes au final c'était pas plutôt ce que Louis XI avait inventé aussi, des grosses chaînes avec un boulet et une barre en métal qui reliait vos pieds à vos bras, qui vous empêchait de bouger. Donc on dit au final les fillettes c'était pas si terrible que ça. Ouais, c'était pas Si, sympa non C'était plus. l'enfer. Sacré Louis Voilà, XI. mais dans tous les cas, il y a eu des petites cages en bois aussi suspendues en l'air qui tanguaient, mal de mer assuré 24 heures sur 24, enfin du bonheur. Ah. Voilà. Donc tout Toujours ça, des sujets légers, ça c'est bien. moi, j'adore. C'est ma passion. Voilà. À partir de l'époque moderne, la Bastille devient uniquement une prison. Donc quand je vous Ok. dis l'époque moderne, on arrive au 16e, 17e siècle. Mhm. C'est
uniquement une prison à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant, ça servait de prison, mais il y avait aussi tout un tas de choses à la Bastille. En fait, c'était vraiment le gros Emmaüs local de Paris. Il y avait des boutiques, il y avait c'était un Châtelet, trésor. quoi. Il y avait... Oui, c'est ça. C'était Châtelet, la station Châtelet-Léal, tout simplement. Très bien. Voilà. Et donc, c'est au début du règne personnel de Louis XIV que ça devient une prison royale et une prison, vous allez le voir, qui a un fonctionnement assez singulier, disons. Donc, c'est une prison où on ne vous enferme pas suite à un procès, mais uniquement sur les lettres de cachet du roi, donc selon le bon plaisir de Sa Majesté. Donc, on vous y envoie pour une durée absolument indéterminée et très souvent sans savoir pourquoi vous y allez. Donc c'est des prisonniers dictatoriaux et c'était bien. Il y a tout type de prisonniers. Il y a du droit commun, il y a du politique, il y a des prisonniers pour actes de librairie, donc c'est-à-dire des écrivains qui vont écrire des livres qui vont déplaire au roi. Je trouve que c'est la meilleure raison d'aller en prison, putain, acte de librairie. Non, mais Voltaire est un grand accoutumé de la Bastille, il y est allé mais une dizaine de fois. Diderot y allait. Le Marquis de Sade, effectivement. Ça, il a écrit une partie de son œuvre dans la Bastille. Dans la Bastille, ouais. Oui, il a écrit une partie de Sodome dans la Bastille sur il était joueur. Des rouleaux de papier toilette qu'il a collé bout à bout sur un rouleau de 12 mètres. Incroyable. Donc je crois que c'est aux archives nationales, on a encore l'original. Cette histoire, c'est incroyable. C'est plutôt rigolo, voilà. Par contre, donc il y a tout type de prisonniers et c'est ce qui fait que c'est assez étonnant parce que vous pouvez être là à la fois parce que vous êtes un faussaire ou un grand meurtrier. Mais par contre, il faut que vous soyez soit une personne importante, soit que vous ayez fait quelque chose qui est fait parler de vous. C'est-à-dire que quand on vous arrête et qu'on vous dit vous allez être embastillé, vous pouvez vous dire wouh, j'ai fait du bruit dans les chaumières, la twittosphère a bougé grâce à moi, voilà, on a parlé de moi. Mais tu mourrais dans la Bastille ou tu finissais par être jugé et t'étais... non, Voltaire n'est pas mort à la Bastille. Tu n'as pas de procès. Quand tu es envoyé à la Bastille, c'est sur lettre de cachet, c'est-à-dire que tu ne passes pas par la case justice. Tu es envoyé selon le bon plaisir du roi. Comment t'en sors du coup si t'en sors selon le bon plaisir du roi. Alors oui, tu en sors un jour. En fait, on a la chance d'avoir toutes les archives de la Bastille qui ont été récupérées lors de la prise de la Bastille à la Révolution française. On sait aujourd'hui que sur 400 ans de prison, où la Bastille a été une prison, il n'y a eu que 6000 prisonniers. Ce qui, au final, sur 400 ans, c'est vraiment très très peu. Okay. Et on sait que la durée moyenne d'un séjour à la Bastille était de 6 mois à 1 an. Donc c'était la petite tape sur la main. Genre, donc on meurt pas à la Bastille. C'est l'argent public gaspillé tout ça en fait, non? Mais on ne meurt pas à la Bastille. Donc justement, tout a changé maintenant. Je vais vous parler un petit peu justement du fonctionnement bien particulier de cette prison. Donc la Bastille, elle a à sa tête un gouverneur qui est choisi par le roi. C'est un titre quand même assez honorifique. Et ce gouverneur, en fait, il agit un petit peu comme un gérant d'hôtel. C'est-à-dire qu'il est rémunéré par les personnes qui sont clientes, entre guillemets, à la Bastille, qui sont prisonnières à la Bastille. C'est un concierge, finalement. Bah, en quelque sorte, c'est le PDG d'Accor Hôtel, quoi. Tu viens, t'as ta chambre et tu payes. C'est une autre métaphore, mais admettons. Bon, je pense qu'ils aient moins de concerts, mais. Tu viens, tu as ta chambre et tu payes ta chambre d'hôtel, en quelque sorte. Donc au début, c'était toi ou ta famille qui payait. Et ensuite, le roi, comme c'était sur lettre de cachet, c'est le roi qui payait ta pension à la Bastille. Moi, je trouve ça quand même assez rigolo. Donc, il devrait pas avoir peur, Sarkozy, alors il peut se payer une suite dans une prison. Oui, mais la Bastille n'existe plus. Donc merde, c'est vrai. Après, on peut la reconstruire, mais ça prendra du temps. Donc, comme je vous l'ai dit, on est envoyé sur lettre de cachet et on sait que 80% des prisonniers qui ont été envoyés à la Bastille ont été envoyés à la Bastille à la demande de leur famille. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un marquis ou une marquise, vous avez une fille qui court un petit peu dans les rues avec tous les soldats du coin, vous dites « Ah, mon Dieu, elle va déshonorer la famille », t'écris une petite lettre de cachet au roi en disant « Est-ce que tu pourrais mettre ma fille à la Bastille 6 mois pour la calmer un petit peu là ?» Voilà, d'accord, donc c'était vraiment une prison d'apparat, quoi, pour faire style. Mais en quelque sorte, oui, de toute façon, c'est la prison qui est sous les yeux du roi. Il faut se dire vraiment que les rois de France, à l'époque, reçoivent des comptes rendus quasi quotidien de ce qui se passe à la Bastille et donc c'est en quelque sorte une prison modèle la Bastille, on est très très loin de toutes les autres prisons qu'on peut avoir en France. La Bastille, c'est vraiment des cellules très spacieuses de 50 mètres carrés avec plusieurs pièces, chambres, antichambres, il n'y a qu'une quarantaine de cellules. À Paris, c'est carrément du luxe quand exactement même. Sauf les fillettes. Oui. Mais les fillettes n'ont existé probablement que sous Louis XI et potentiellement Charles VIII derrière, mais voilà, ça a été une courte période. La Bastille, c'est une prison de luxe. C'est la prison vraiment bling bling de Paris. En plus, c'est le roi qui paye, ça fait envie. Exactement. Donc, en fait, si vous voulez, la Bastille, elle révèle un petit peu le côté paternel
de la monarchie à cette époque-là. C'est-à-dire que vous êtes un père de famille, votre neveu, je sais pas, dépense toute la fortune familiale dans des casinos, etc. Vous vous dites, il faudrait lui remettre un petit peu les idées au clair. Et vous écrivez au père suprême, qui est le roi, et le roi, en tant que père de tous les sujets français, exactement, va donner la sanction à cette personne-là et va l'envoyer à la Bastille. En fait, c'est un petit peu le haut coin de la monarchie. La façon grondée de l'État, quoi. Voilà, exactement. Mais on vit en général dans des conditions plutôt bonnes. Et il y a des... Enfin, je veux dire que vous soyez bourgeois ou noble à la Bastille, vous ne vivrez pas du tout de la même façon. La Bastille est un excellent reflet de la société des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc on sait par exemple qu'il y a des nobles qui se sont fait monter des clavecins, des bibliothèques, qui faisaient venir des putes dans leurs chambres, qui recevaient des visites de leurs femmes, qui avaient le droit d'aller déjeuner avec le gouverneur, qui allaient se promener. Il y avait des jardins à la Bastille, qui allaient se promener dans les jardins. Mais pour un auteur, c'est trop bien, tu te mets au calme, le marquis de Sade, il était au top en fait à la Bastille. Quoi. Il avait envie d'y retourner tout le temps. Mais ça devait être trop bien, petite résidence d'écriture. Le problème de Sade, c'est il est devenu un petit peu tapé au bout d'un moment. Et ça s'est pas vu. Non, ça s'est pas trop vu. Et donc du coup, on lui a donné des conditions de détention un petit peu plus sévères, peu plus dures, au bout d'un certain temps. Parce qu'il est retourné exprès, quoi. Voilà. mais on restait quand même sur des repas très copieux. Il y avait des cuisines incroyables, donc on mangeait de la viande à tous les repas. Enfin, on est quand même sur une prison. T'arrêtes, j'ai envie de partir en vacances là-bas. Qui est très très loin des autres prisons qu'on peut connaître en France à cette époque-là, comme la Force ou la Conciergerie, où là c'est vraiment on dort sur la paille, il n'y a pas de latrine, voilà, c'est assez compliqué. Donc les cellules, je vous l'ai dit, elles sont très spacieuses. Il y a des grandes fenêtres, les grandes fenêtres ça donne des idées. On a quand même eu 7 évasions en 400 ans. 7 évasions réussies, hein. Là je vous parle pas des tentatives. En 400 ans. Et lorsqu'on est repris, là forcément les conditions se durcissent un petit peu, on est envoyé au cachot. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des cachots à la Bastille, donc on est loin des milliers de cachots qu'on peut imaginer. Il y avait 8 cachots, un par tour. Et on n'y restait pas plus d'1 mois. Ensuite, on vous remettait dans votre petite cellule spacieuse. Violent quand même. Disons qu'on est très très loin de Fleury-Mérogis aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est sur des conditions par cellule. Voilà, on est sur des conditions de détention qui sont beaucoup plus sympas. Qui sont meilleurs que la plupart des étudiants qui vivent à Paris. mais oui, mais totalement, et c'est ce que je trouve complètement dingue. Alors qu'aujourd'hui, la Bastille, on a tendance à la diaboliser en fait. Et donc, il y a un prisonnier célèbre dont j'ai envie de vous parler de la Bastille. Enfin, il y a eu plein de prisonniers, mais je vais commencer par celui-ci parce que c'est mon chouchou. Celui qui est parti plein de fois. Exactement. C'est à la fois le moins connu et le plus connu de tous les prisonniers de la Bastille. Il s'appelle Henri Massère de Latude. Et ce Latude, il vit sous le règne de Louis XV au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est l'âge d'or de la Bastille. Et ce Latude... il apprécie l'air frais. Il n'est pas très bien à la cour. Et il aimerait se faire un nom. Voilà. Donc il se dit, tiens, la maîtresse du roi, ce serait bien si je me la mettais dans la poche. Comme ça, j'aurais... Bonne idée. Voilà. Donc la maîtresse du roi à l'époque, c'est quand même Madame de Pompadour. Ouais. C'est pas risqué, c'est cool. Et donc il se dit, je sais, je vais la prévenir d'un attentat contre elle, comme ça elle sera super reconnaissante. Alors il se renseigne, il n'y avait pas d'attentat de prévu, il est dégoûté. Il se dit, fais chier, je vais devoir en organiser un, ça c'est vraiment con. Donc il organise un faux attentat contre la Pompadour. Donc en fait, il en voulait lui, à la Mitterrand. Il était motivé. Hein. Il prend une boîte et il achète 8 bulles de verre. Donc ce qu'on appelait des bulles de verre, vous savez, c'est un petit peu comme les pétards aujourd'hui qu'on a dans les papillotes. Donc à l'époque, c'est des petites bulles en verre tout fin que les enfants s'amusent à claquer, et ça fait un très gros bruit, très impressionnant. Donc il en met 8 dans une boîte, et en fait avec un système particulier qui faisait que quand on ouvrait la boîte, c'était très très bruyant, tout pétait d'un seul coup. Et donc il envoie cette boîte, et juste avant, il s'était débrouillé pour que la Pompadour reçoive un petit billet où il y avait écrit « Attention, vous allez recevoir une boîte, ne l'ouvrez surtout pas, elle est piégée, etc. » Sauf que la Pompadour, je ne sais pas comment, a tout de suite démasqué Latude. Il a signé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il serait encore bien capable d'avoir signé. Il me semble que c'est une histoire d'écriture, qu'il a utilisé la même écriture sur les deux trucs. Enfin, malin. Voilà. Gros malin. Et donc, au lieu de s'en faire une amie, il s'en est fait mais une ennemie à vie. Et il a passé 35 ans en prison. Parce que Pompadour, finalement, elle avait quand même un petit peu d'influence. Un peu. C'est con, il y avait plein de personnes à draguer en fait. Au final, t'es pas obligé de se mettre dans la merde comme ça. C'est ça. Et donc, il aurait pu ne pas rester longtemps à la Bastille, mais il s'est évadé plusieurs fois. Et à chaque fois, il s'est fait reprendre. Pas très loin, le con, en plus. Hein, mais il était vraiment débile, le mec. À chaque fois, il sortait, il allait au droit du coin, il se faisait relever quand même à s'enfuir, quoi.
Voilà, et, Bah, c'est ça qu'il faut. et il s'est fabriqué, je crois qu'il a mis 2 ans pour la faire, une échelle de corde avec les draps de son lit. Il a enlevé fil par fil. Ah oui, Et- obstiné quoi. Voilà, Qui est au musée qui est au musée Carnavalet. Carnavalet, exactement. L'inventeur du DIY. Je l'ai déjà vu. Et ce il a truc. légué son échelle de corde au musée Carnavalet. Le type, il s'est dit, je suis un héros, je vais le léguer. Et il a publié ses mémoires en 1787. Qui ont connu un très très grand succès à la Révolution française. Donc dedans, il explique oui, c'était un scandale, les poulets qu'on nous servait n'étaient pas suffisamment cuits, quelle horreur. Voilà. Vraiment une triste vie. Et moi, ce monsieur me fait énormément rire. Donc je vous invite à lire les mémoires de la Tude qui sont excessivement drôles. Moi, je les ai chez moi, ça se trouve facilement. Ouais, tu le Et, prêteras à tous nos auditeurs. Oui, voilà, faisons comme ça. On vous le scannera. Je mettrai une petite fiche dedans, comme dans les CDI quand on est. C'est la mort du livre, Elias. C'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Donc, la Tude, il reste 35 ans, pas que à la Bastille, il est aussi envoyé à Vincennes quelque temps, mais c'est une exception. Comme je vous l'ai dit, les prisonniers de la Bastille restent peu de temps à la Bastille. On a eu le masque de fer également, qui restait très longtemps à la Bastille et qui est mort à la Bastille. Donc, le masque de fer, au final, on ne sait pas vraiment qui c'était. Aujourd'hui, on est quasiment sûr que c'est un Italien qui avait un rôle de diplomate avec la France et qui a revendu des infos sur la France à d'autres pays. Ça n'a pas plu à Louis XIV. Il n'y avait pas une histoire que c'était son frère caché, un truc Oh comme là ça là, Ça, c'est Leonardo Ça, DiCaprio. c'est Alexandre Dumas. Ça, c'est le très mauvais Bien- film bien avec essayé. DiCaprio, Ah, mais c'est effectivement, ça, quand et même, Gérard l'histoire du Depardieu, film, tout à non fait. Mais Oui. oui, Désolée, ça aurait je été l'ai le, vu. Non, mais moi aussi, je l'ai vu. Mais c'était l'histoire du jumeau caché de Louis XIV, pourquoi pas. Très bien essayé. Et donc, non, c'était un prisonnier que Voltaire a croisé à la Bastille. Donc, c'est pour ça que Voltaire a énormément écrit sur le masque de fer. Mais c'était un monsieur qui avait un petit masque en velours, en fait, quand il sortait. Voilà. Tu veux dire que ça a été un peu romancé? Un poil. Léger. Vraiment. Léger. Voilà, un tout petit peu. Et donc, ce monsieur est mort à la Bastille. Voilà, le masque de fer, et il a dû en fallait rester un. une quinzaine ou une vingtaine d'années. Bah, il est probablement pas le seul. Mais voilà, il fait partie des personnes mortes à la Bastille. On a eu qui d'autre à la Bastille? On a eu Voltaire, on a eu Diderot, on a eu Mirabeau, on a eu vraiment tout un tas de gens. On a peut-être Fouquet qui est passé par la Bastille à vérifier. Enfin, vraiment énormément de monde. Et donc voilà pour ce qui est des prisonniers. Donc on parlait du marquis de Sade, qui est probablement un des prisonniers les plus connus de la Bastille. Le marquis de Sade, pour la petite anecdote, il avait un trou pour que ses déchets sortent de sa cellule. Non, mais... bravo. Voilà. Et on retombe encore sur la sodomie. Hein, et donc, pardon, je suis désolée. Et donc c'était un conduit en fait qui permettait d'évacuer les déchets qui tombaient dans le fossé. Et donc lui, comme je vous l'ai dit, il était devenu un petit peu zinzin et donc il criait à travers le trou: "Oh mes gorges, c'est terrible, frères parisiens, sauvez les prisonniers de la Bastille, blablabla, c'est terrible, on nous assassine." Et le gouverneur de la Bastille, qui était Delaunay à cette époque, s'est dit: "Mais il a complètement pété les plombs, il est en train de donner une image de nous, le mec, il a les prisons sont pas si horribles. Totalement craqué. C'est une institution et donc, respectable, monsieur. Il l'a envoyé à l'asile de Charenton le 10 juillet 1789. Donc en fait, le marquis de Sade est passé à 4 jours d'être libéré. Il est passé à côté de l'histoire, surtout. Exactement. Le mec vraiment qui loupe l'événement, quoi. Mais je crois qu'il a fini sa vie à l'asile de Charenton, le marquis de Sade. Ah, je crois qu'il il n'en en est est pas jamais sorti. sorti, en Il me fait. semble qu'il n'en est pas sorti. Il est mort assez fou. Enfin, il n'était pas très très sain d'esprit non plus. Voilà. Donc, en 1789, les Parisiens sont très intrigués par cette Bastille parce qu'elle est énorme, elle prend beaucoup de place, et en plus de ça, lorsque vous êtes libéré de la Bastille, on vous demande de signer un petit papier comme quoi vous direz que que vous ne raconterez jamais ce qui s'est passé à l'intérieur de la Bastille. Clause de confidentialité. Exactement. Ça entretient un mystère la de Bastille, dingue. c'est Secret Story en fait. On sait juste qu'on y est envoyé sur ordre du roi. Et vous savez, les prisonniers à la Bastille, ils arrivaient de nuit, les soldats devaient se retourner pour ne pas voir leur visage. Il y avait vraiment un mystère entretenu autour de cette Bastille. Et donc, on est en pleine révolution. Cette Bastille, elle nous intrigue. À Paris, les Parisiens veulent faire des émeutes, mais on est en déche de poudre. Et on se dit à la Bastille... on parle de moi ? Décidément. La poudre de la Bastille. Pas mal, j'adore. Et donc, on se dit, allons à la Bastille pour récupérer de la poudre. Bim, prise de la Bastille. Aujourd'hui, c'est plutôt marrant, on parle de la prise de la Bastille, alors qu'au final, la Bastille s'est rendue au bout de quelques heures, tout simplement. On ne l'a pas prise. Il y a quelqu'un qui frappe. Il y avait 4 gardes qui se battaient en duel. Donc, Comment ? Il y avait 4 gardes qui se battaient en duel, donc ils ont dû... Ah non, la prise de la Bastille, je pense que c'est plus de 15 000, ça a mobilisé plus de 15 000 personnes, hein, ça a été énorme. On parle des gardes, en garde ou en militant ? Mais même en garde, c'est des centaines et des centaines de gardes. Je n'y étais pas. Et la Bastille s'est rendue. Je crois que la prise de la Bastille a commencé vers 10h.
Les négociations ont commencé vers 14h et la Bastille a dû se rendre vers 17h. Et on a buté le gouverneur au scalpel, on lui a coupé la tête vers 18h. Camille, Voilà. Ah ouais, Le temps d'un brunch. Plié, quoi. Exactement. dégueulasse. Et parce que justement, comme c'est une victoire éclatante, peut-être que c'est pour ça que ça a été autant proclamé. Enfin, je sais pas. Hein, Mais en fait, oui, ça a été proclamé aussi, et surtout parce que c'est un symbole. En fait, comme je vous l'ai dit, on est envoyé à la Bastille uniquement sur ordre du roi. Donc, c'est-à-dire que le Parlement et le ministère de la Justice, entre guillemets, n'a aucun droit de regard. C'est vraiment le symbole du pouvoir de la monarchie absolue. Absolument. Exactement. Donc, c'est ça qui va mettre un petit peu le feu aux faux poudres. poudre. Excellent. Décidément, voilà. On la garde. Et ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on tous ces prend... hommages comme ça, je pense qu'il y en aura tout le temps, mais- la Bastille est prise, ce qu'on ne savait pas, c'est que Louis XVI avait déjà donné son acte de démolition, parce que Louis XVI s'en servait absolument pas, ça coûtait cher, et il voulait faire une grande place, dont les plans ont été repris pour faire la place actuelle de la Bastille. Donc, comme quoi, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le gouverneur de Launay est décapité vers 18h. Donc, on prend la Bastille, on décapite le bonhomme, on prend les clés de la Bastille, et on se balade dans tout Paris avec les clés de la Bastille, donc la foule en délire. Et c'est seulement vers 19h qu'on se dit, les gars, il n'y avait pas des prisonniers à libérer. Génial. On a oublié quelque chose. Voilà. Sauf que là, on ne sait plus où sont les clés. Donc, énorme merde pour sortir les prisonniers, parce que les portes étaient épaisses. Ah, ils ont dû se débrouiller. On a bien galéré. On s'attend à sortir des milliers de prisonniers. Et là, on en trouve 7. Tristesse. Un peu la loose. Mais bon. Donc, 3 fous, un assassin. Et les 3 autres, c'était 3 faussaires, je crois. Enfin, franchement... Des mecs utiles à la Révolution. Voilà. Pas la grande gloire. Donc les émeutiers de la Bastille, les principaux à avoir pris la Bastille, ils ont formé juste après la prise de la Bastille le comité des vainqueurs de la Bastille, voilà, qui est un genre d'association des anciens combattants, voilà, Ok. avec un petit diplôme qu'ils ont reçu. Donc qui étaient les ennemis ? Eh bien, ils ont été environ 900, entre 900 et 950. Il y avait les morts qui ont parti, donc les morts lors de la prise de la Bastille. Il y a eu 98 morts Posthume, quoi. lors de la prise de la Bastille, donc voilà, ils ont eu ce titre posthume. Les 60 blessés de la prise de la Bastille ont également eu ce titre, les 13 estropiés aussi, voilà, et les 654 autres qui ont eu un peu plus Une d'action écharde. que les autres, voilà, et on a mis également des veuves et des orphelins dans l'affaire, donc ils ont reçu une jolie petite bannière tricolore et ils pouvaient prétendre jusqu'à la fin de leur vie à une pension, etc., en tant que vainqueurs de la Bastille. Et dès le 15 juillet, on débute la destruction de l'édifice. C'est un entrepreneur parisien qui obtient l'exclusivité du chantier, et il se dit, bon bah écoutez, moi je vais lancer un truc, ça va faire mouche à Paris, je vais faire une boutique de souvenirs, les gars, ça va être génial. Et donc il utilise les pierres de la Bastille pour construire des mini-Bastilles, et il va les envoyer dans tous les départements français. Non. Il est Comme tellement ils ont- malin, le ils ont- mec. Attends, mais il les Comme a le con- mur de Berlin, un Il peu. les a Ouais, c'est ce que construits j'allais dire, avant, ouais. il les a envoyés. Complètement. Ouais, il a fait faire des mini-Bastilles dans des pierres de la Bastille, et il s'est dit, allez, c'est pour moi, il en a envoyé, et il vendait des Steve Jobs, mini-Bastilles dans Paris, voilà. Ça a marché. Et mais ça a cartonné, la Bastille, elle a été démolie, je sais pas, en 2 semaines. Ça a été super rapide. Et aujourd'hui, si vous voulez voir des... Pas de bout de 2 heures en plus. Non, bah exactement. Et donc, si aujourd'hui, vous voulez voir des pierres de la Bastille, eh bien, il faut traverser le pont de la Concorde, qui est entièrement en pierre de la Bastille. Non. Et une bonne partie de l'Assemblée nationale actuelle a été construite avec des pierres de la Bastille. Mais il y a encore des gens qui ont des mini Bastilles. Bah alors, ça qui je sais... m'attire. Bah si, je pense qu'il y en a. Au musée Carnavalet, il y a toute une pièce dédiée à la Bastille. Vous avez les fameuses clés de la Bastille. Vous avez une de ces mini-Bastilles. Vous avez l'échelle de corde de la Tutte. Enfin, tout un tas d'objets concernant la Bastille. C'est vraiment une pièce qui est super intéressante. Donc, je vous invite à y aller. Et forcément, on n'est pas très, très fiers de découvrir qu'il y a aussi peu de prisonniers. Donc, jusque dans les années 1850, on va inventer des histoires comme quand on aurait retrouvé des squelettes dans des cages. On dit, oh là là, on a trouvé des engins de torture. Donc effectivement, on avait trouvé une grosse machine en bois. On a dit, ah, c'était terrible, un engin de torture C'était la ignoble. chaudière. C'était une imprimerie qui avait été confisquée. Ouais. Voilà. Et on a raconté, oh là là, on a trouvé des vieux monsieur avec des barbes en train de se faire manger par les rats et tout. Bon, ça, c'est totalement fou. En fait, la Bastille, c'était, comme je vous l'ai dit, une prison totalement pépouse. Mais ça restait un symbole. Et donc, au final, la prise de la Bastille, c'était pas rien, mais en c'était pas même la folie temps, non plus. c'était pas la folie non plus. Exactement. Yeah, on a encore appris plein de trucs, trop bien. J'ai Je hâte suis hyper fan de Camille, moi. Ah, Je suis trop contente de l'avoir à qui côté ne de l'est moi pas et tout. finalement. Tu as remarqué qu'on l'a toujours mise en début d'épisode Bah oui, c'est un parce qu'elle déchire tout. produit d'appel. Mais non, mais tu rigoles pas, Ouais. c'est clairement Tu, ça. tu devrais venir tellement souvent, j'ai plein de compliments quand t'es là. Bah, tu sais très bien que si tu pars, on est foutu. C'est une menteuse Je invétérée. on note, la vous avez complimente tous toujours. entendu.
Et auditeur, auditrice, on lui passe toujours vos compliments. Et à chaque fois, elle dit bah oui, je sais, j'ai trop la classe. Et là, elle vient de baver sur son jean. Non, j'ai failli, ça va. Et ben, Est-ce très qu'on bien. enchaînerait Bien, oui, venons-en à notre invité. Tu vas nous chanter quoi? 12 chansons que vous me chantez là, Armand. Tenez bon, Marguerite, on arrive! Ah, j'ai adoré mon jingle. T'es collaboratif. Ouais, c'est mis à 2 pour celui-là. Alors, Marguerite Durand. Donc, Marguerite Durand, déjà, n'est pas Marguerite Duras. Non, personne n'a cette référence, mais on vous l'expliquera peut-être plus tard. Non, mais cela dit, très souvent, elle est confondue. Et bien souvent, j'ai dit que j'allais parler de Marguerite Durand. S'attendait à ce que je parle de Marguerite Duras. Il y a beaucoup de lettres en commun. C'est pas la aussi. même. Bon. C'est pas la même. Alors, pourquoi je voulais parler de Marguerite Durand? Parce que déjà, c'est une féministe de la première vague. Et c'est une vague féministe qu'on connaît très mal, qui est très souvent complètement ignorée. Dans les manuels d'histoire, déjà, on parle très peu de féminisme, mais on oublie tout le temps tout ce qui s'est passé avant 68. Je suis angoissée parce que Camille me regarde, j'ai peur de dire une connerie en histoire. Non. Elle est pas si méchante. La menace. Non, mais si jamais je dis une bêtise en histoire, vraiment, je t'en supplie, corrige-moi. En tout cas, la première vague féministe, donc toute petite introduction avant d'attaquer vraiment sur le vif du sujet, qui est donc Marguerite Durand. Donc on la date en général à 1848. C'est un moment qui marche bien sur la planète entière parce qu'en France, comme vous savez, 48, il y a une révolution, il y a des idées républicaines qui commencent dans la société à poindre. Il y a un début de réflexion féministe, même si c'est vraiment pas grand-chose. Et aux États-Unis, il y a la convention de Seneca Falls, qui est connue pour être la première revendication du droit de vote par les femmes américaines. Alors en France, il faut quand même rendre justice à Olympe de Gouges, qui à l'époque de la prise de la Bastille devait pas être loin de être dans le quartier. Petite chouquette. Qui a mal fini, mais qui en 1791 a écrit cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui était quand même quelque chose de très audacieux. Donc, elle a été guillotinée 2 ans plus tard par Robespierre, qui a pas trop kiffé l'idée. Mais elle était vraiment pionnière à l'époque et ce qu'elle proposait, c'était quelque chose qui était complètement inenvisageable pour son époque. Avant elle, il y a eu Christine de Pisan au XVIe siècle, qui était quand même aussi bien badass. Elle dénonçait la misogynie, elle a presque inventé le mot. Mais à part ces 2 pionnières et puis quelques autres, évidemment, que l'histoire a dû aspirer dans ses oubliettes, il n'y avait pas grand-chose. Il y en a sûrement beaucoup. Voilà, il y en avait certainement. De ce qu'on peut parler aujourd'hui, à mon avis, il y en a 200 qui sont passés aux oubliettes avant. Mais en tout cas, des femmes qui avaient théorisé sur le plan politique, qui avaient vraiment écrit des textes et pensé ça comme un mouvement de lutte politique, parce que le féminisme, c'est ça, c'est une forme de... Moi, je revendique le côté révolutionnaire du féminisme. C'est quand même une volonté de retourner la société, de la rendre complètement différente. Il y en a peu des femmes qui avaient vraiment théorisé ça et écrit noir sur blanc. Il faut que les choses changent, il faut rééquilibrer les relations entre les hommes et les femmes sur le plan économique, politique, etc. Donc voilà, alors cette première vague féministe, déjà on l'a appelée première vague que pendant la deuxième vague. Elle a été nommée ainsi à partir de 1968-70 à l'apparition du MLF, où d'un seul coup ces femmes se revendiquent comme la deuxième vague. Et certaines historiennes et certains historiens aussi disent que la première vague, c'est la vague de l'égalité et que la seconde vague, c'est la vague de la différence. C'est-à-dire que cette première vague, elle a quand même un rôle extrêmement important et on leur doit tellement à ces femmes. Elles nous ont permis, à nous les femmes, d'obtenir... alors le droit de vote, c'est très souvent avancé, mais il faut quand même rappeler qu'en France, on l'a obtenu quand 47 la première fois qu'on a voté, c'était en 1947. Donc on a quand même commencé à le demander en 1791 avec Olympe de Gouges. L'idée a eu le temps de faire son chemin. Ouais. J'avais pas idée de l'écart que ça représente. C'est hallucinant, hallucinant. Et surtout, en France, c'est arrivé très tard. Oui, c'est l'administration française, les lenteurs. Mais le 19e siècle, je trouve que c'est vraiment l'âge d'or de la femme au foyer qui a pas son mot à dire. Même au Moyen-Âge, on laissait plus la parole aux femmes qu'au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est vraiment... sois belle, occupe-toi des gosses et ta gueule.
renvoyé à la sphère privée. C'est terrible. C'est le capitalisme qui a fait ça. Exactement. Au Moyen-Âge, les femmes travaillaient, par exemple. Elles étaient connues pour avoir souvent dans leur foyer des brasseries où elles faisaient de la bière, elles recevaient des... Ou même la femme de seigneur, quand son époux partait à la guerre, elle récupérait tout... Enfin, c'était elle qui s'occupait de la gestion du domaine, etc. Mais avec la montée du capitalisme et la centralisation des moyens de production, on a dit aux femmes, oh là là là, vous faites de l'argent, vous en retournez au foyer, faites des gosses, et puis on va laisser le fait de faire de l'argent aux mecs. On va vous inventer des godemiches à vapeur pour enlever vos crises d'hystérie. Oui, voilà. Bon, on a déjà parlé de ça, passons au chose. Ouais. Non, mais en tout cas, en France, le droit de vote, c'est complètement hallucinant. Enfin, le projet est présenté à l'Assemblée nationale au moins à 3 ou 4 reprises avant d'être voté finalement en 45, mais en 1922, en 1932. Enfin, voilà, à chaque fois, le Sénat disait ah oui, non, c'est pas possible. On a des choses plus importantes à régler tout de même. Voilà. Donc cette première vague, elle est importante. Donc le droit de vote, effectivement, dont on parle souvent, mais c'est aussi le droit d'étudier. Les universités étaient interdites aux femmes. C'était même pas envisageable d'apprendre le droit ou la médecine, donc a fortiori de devenir médecin ou avocate. C'était le droit de vivre indépendamment d'un homme, en fait, d'avoir un compte en banque, de travailler, de... Exactement. Il y a une époque où il a fallu demander l'autorisation de travailler. Mais jusqu'à très récemment, c'est jusque dans les années 70. Le compte en banque, c'est années 70. Ouais. Le droit de travailler, la Première Guerre mondiale change un peu la donne, mais après ça se resserre par contre. Hein, voilà. Ouais. Quand les hommes étaient au front, on a dit aux femmes, évidemment que vous pouvez travailler. Et après, ah non, en fait, on avait dit que vous pouviez... Non. D'ailleurs, Camille, notre invitée présente, nous avait un petit peu parlé justement de ce rôle-là qui s'était inversé après la guerre. Donc voilà, donc cette première vague, elle est importante. Voilà, le droit de vote, le droit d'étudier, le droit de travailler, le droit de gagner de l'argent. Et donc, Marguerite Durand appartient à cette première vague. Elle est née en 1864. Et c'est intéressant de savoir qu'en 1866, donc quand elle a 2 ans, est signé le premier rappel à l'égalité entre les hommes et les femmes. Parmi les signataires, donc il y a Hubertine Auclair, il y a André Léo, qui est donc un pseudonyme. C'était une femme qui avait pris un pseudonyme d'homme pour signer ce texte. Et Louise Michel, quand même, la fameuse révolutionnaire de la Commune. Et donc voilà, c'est dans ce contexte que Marguerite Durand vient au monde, dans le 9e arrondissement, pas très loin de chez moi, à Paris. Et elle naît de père inconnu. Dans une famille, d'une mère aristocrate, très grande bourgeoisie parisienne, il y a beaucoup de moyens, la meuf est rentière, hein, donc du coup elle n'a pas grand chose à faire à part de s'occuper de sa fille et donc de l'éduquer. Et en fait, je pense que c'est un peu mon petit travers, la poudre, j'aime bien imaginer que dans l'enfance, déjà se cristallise beaucoup de choses. Je pense que le petit côté un peu badass, un peu frondeur de Marguerite Durand doit déjà se jouer là, avec cette mère qui n'a pas eu besoin de mec pour elle. Le contexte a fait que... Voilà, exactement. Alors bon, après, elle reçoit une éducation quand même assez traditionnelle. Elle va au couvent avec les bonnes sœurs, comme toutes les filles de bonne famille à l'époque. Voilà, elle est restée longtemps au couvent, je crois. Je crois qu'elle passe jusqu'à 18 ans. Elle est enfermée au couvent, grosso modo. Elle sort pour se marier, plus ou moins, mais pour surtout rentrer au conservatoire, car Marguerite Durand était très belle, hein. En tout cas elle a la réputation d'avoir été une femme très séduisante et ce qu'elle voulait c'était être comédienne, c'était briller au firmament des étoiles de la comédie française. Donc elle rentre au conservatoire, elle est très douée parce que c'est une fille plutôt pas con et éduquée. Elle emporte le premier prix du conservatoire et elle rentre à la comédie française où elle joue pendant plusieurs années des rôles d'ingénue, dans des pièces, on peut très bien imaginer elle jouait les rôles de Jeanne Première dans la plupart des classiques, dans les classiques de Molière, de Racine, etc. Et c'est un peu une petite starlette de l'époque, quoi. C'est un peu la hit girl, quoi. Marguerite Durand, meuf, elle a du fric, elle est belle, elle est comédienne, etc. Et très vite, elle se fait repérer par un avocat et député boulangiste qui s'appelle Georges Laguerre. Alors, petite parenthèse sur le boulangisme, c'est une mouvance, en 2 mots, c'est un espèce de populisme un peu réac, pas top. Enfin, je sais pas, je caricature un peu, mais c'est ça. C'est populiste, c'est de droite, c'est pas super. Non, avec le non. Merci. Ça ne se mange pas. En fait, c'est nommé après le général Boulanger, qui est le père de ce mouvement. Et donc, elle se marie avec Georges Laguerre, d'avoir une vingtaine d'années, elle est toute jeune, toute fraîche. Et là, elle découvre la politique.
Et Marguerite, elle est curieuse, elle est mondaine, apparemment elle a beaucoup d'esprit, elle brille en société, elle adore accompagner son mari dans les soirées de l'Assemblée nationale, dans les rencontres avec les journalistes, les avocats, les députés, etc. Très très vite, elle devient une espèce de mascotte du milieu, elle est au courant de tout ce qui se passe et elle s'intéresse énormément à la vie politique. Elle est apparemment mais beaucoup plus intelligente que son mari qui est un peu un gros pain de soupe, un peu con. Et en fait, elle devient la coqueluche de ce milieu. Et elle décide que finalement, ce qu'elle veut faire, c'est pas comédienne, c'est journaliste. Et Marguerite Durand, pour moi, c'est vraiment la sainte patronne des journalistes femmes et des journalistes féministes. Et puis à l'époque, ça devait pas du tout être répandu. Pas du tout, complètement. C'était carrément transgressif. Alors, donc au début, elle commence à faire quelques petites piges, mais bon, on lui demande de couvrir les soirées mondaines, de la comédie française. Donc elle raconte que Madame Machin portait une crinoline rose. Enfin, c'est très les pages People, voilà, les pages de fin de Voici où on raconte les soirées, etc. Et puis, elle arrive quand même à décrocher un job pas mal. On lui confie la page Courrier des lecteurs du Figaro. En 1891, elle est toute jeune, elle doit avoir à l'époque 28 ou 29 ans. Et c'était quand même un sacré taf, c'était une rubrique qu'elle avait complètement inventée. C'était un peu la CM du Figaro, Community Manager du Figaro. Fallait qu'elle réponde aux courriers. Donc voilà, toutes les questions que se posaient les lecteurs et les lectrices du Figaro, c'était elle qui était en charge de les réceptionner et de rédiger les réponses. Et puis le Figaro, donc qui était déjà le Figaro, donc un journal quotidien de droite, un peu réac, décide d'envoyer donc l'une des seules femmes de la rédaction couvrir le fameux congrès féministe qui se tient en 1887 à Paris. Alors à l'époque, il y avait il y avait tout un foisonnement féministe. Donc on est dans cette fameuse première vague que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc tout un tas d'organisations qui se créent, ces internationales aussi féministes, avec des liens plus ou moins affirmés avec le socialisme, avec le pacifisme. Très affirmé, même avec ça dépend un peu des mouvances, parce qu'il y a beaucoup de guéguerres en interne. Voilà, Marguerite Durand, pour le coup, elle était sur un socialisme un peu soft. Il y en avait qui étaient carrément anarchistes, il y en avait qui étaient au contraire très très clérical et un peu réac, anti-avortement et tout. Le féminisme à l'époque, il y a un peu à boire et à manger, quoi. Mais bref, elle va couvrir ce congrès, et à l'origine, la commande du Figaro, c'est Tailler, voilà, c'est de la merde. Exactement, on va te foutre un peu de la gueule de ces nanas qui racontent n'importe quoi, genre elles veulent voter, aller faire des études, n'importe quoi. Vas-y Marguerite, fais-nous un bon papier en bonne et due forme pour dénoncer leur délire. Sauf que Marguerite y va. Elle est pas d'accord. Elle est subjuguée. Elle entend ces femmes défendre des idées avec une telle justesse, et ça lui paraît tellement couler de source que ce qu'elles défendent, ce qu'elles disent, et j'ai des petits frissons à vous le raconter, donc c'est incroyable. Elle est donc subjuguée par l'oratrice en particulier qui s'appelait Maria Pognon. Et voilà, Maria Pognon, elle a passé à la postérité comme ça, et elle revient au Figaro en disant: les mecs, déjà, de 1, votre papier, vous pouvez vous le foutre dans le cul parce que je vais pas vous l'écrire. De 2, je démissionne. Et de 3, je vais créer un journal féministe pour aider ces idées à éclore dans la société, pour les porter plus loin, plus haut, plus fort. C'était une nana qui était hyper ambitieuse quand on y pense à l'époque. En quelques mois, elle claque la porte, elle décide de monter son journal. Et là où j'aime bien ce personnage, où elle me plaît, peut-être que je m'identifie aussi un peu à elle, c'est que elle est maligne, quoi. Marguerite Durand, elle se laisse pas emporter par le truc de la militante sans le sou qui lève le poing en hurlant à l'injustice. Non, elle fait jouer un petit peu son petit réseau, parce que voilà, elle est bien en place. Elle divorce entre-temps, je sais plus à quel moment, mais c'est grosso modo au même endroit. Elle dit fuck à son mari. Mais elle connaît du monde à Paris, elle arrive à récolter un peu d'argent, et donc elle décide de créer La Fronde. Et donc, quelques mois plus tard... Alors, je me dois de t'interrompre, parce qu'on a eu cette discussion auparavant. Je me suis toujours demandé si la poudre avait un rapport avec La Fronde. On va dire dans le nom. Non. Aucun. Mais non, parce que j'ai rencontré Marguerite Durand après avoir créé La Poudre. Bon, moi, je viens de perdre 30 balles. T'avais fait un pari ? Non, c'est faux. Mais c'est marrant, parce que je m'identifie à elle quand même en pas mal d'aspects. On sent qu'il y a quelques similitudes, effectivement. Mais non, mais c'est assez marrant. Et surtout, quand on lit ce qu'elle écrivait à l'époque, il y a l'édito du numéro 1 de La Fronde. Elle a un discours où elle dit: il est temps que la voix des femmes s'élève, on a marre que les femmes soient toujours interrompues par les hommes, il faut créer un espace où il n'y a que des femmes qui parlent. C'est très innovant pour l'époque, quoi. C'est carrément révolutionnaire. Mais ça a de flippant que, c'est con, mais
c'est un discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Exactement. Chez des personnes qui y a peut-être autour de cette table, qui est Bah, peut-être toi. un petit peu. Et d'un côté, c'est, comme tu dis, ça fout un peu les poils de dire « Ah putain, c'est super encourageant », mais d'un autre côté... 100 ans plus tard, on est au même endroit. Oui. Ouais, voilà. C'est, Ouais, c'est ça. Mais bon, La Fronde, c'est ambitieux. C'est quand même un quotidien. C'est un journal qui sort tous les jours pendant 6 ans, entre 1887 et 1903. Elle embauche une rédaction où il n'y a que des femmes. Donc elle a une rédaction de meufs, des maquettistes c'est des meufs, les correctrices c'est des meufs. C'est changé de l'époque. C'est un espace, carrément, c'est un espace vraiment non mixte qu'elle crée, ce qui est aussi extrêmement radical. Mais elle arrive à le faire avec la bénédiction et le soutien de pas mal de personnes dans Paris, voilà. Et ce qui est amusant avec La Fronde, c'est que donc elle envoie toutes ces femmes couvrir tout ce qui se passe à Paris, l'actualité notamment politique. Sauf que il y avait des espaces comme par exemple la bourse de commerce où s'échangeaient les biens, où l'économie se faisait, ou même l'Assemblée nationale, qui étaient des lieux interdits aux femmes. Donc il y a des dérogations qui sont demandées au préfet de Paris, qui leur fait des petites lettres. Non, c'est bon, elle a le droit, elle est journaliste. Et à l'époque, certains commentateurs pensent que Marguerite Durand a clairement fait évoluer les mentalités, notamment en faveur des femmes politiques à l'Assemblée. Alors, il faudra encore pas mal de temps pour que ça se produise, mais d'un seul coup, les hommes se mettent à côtoyer dans cette enceinte qui était exclusivement masculine jusqu'à maintenant, des femmes. Donc, elle fait évoluer les mentalités tout simplement en créant un média féministe. Et encore une fois, je trouve que... c'est le pouvoir en fait du média, quoi. Elle a eu l'intelligence de mettre en œuvre son projet de manière super juste. Exactement. Et donc voilà, La Fronde, c'est rue Saint-Georges à Paris dans le 9e. Et Marguerite Durand décide de faire quelque chose d'assez chouette, de constituer un fonds documentaire pour ses journalistes. Donc à l'époque, il n'y avait pas Google. C'était compliqué de s'informer sur des questions concernant les droits des femmes, d'autant plus que c'était des questions qui étaient très occultées. Même dans une librairie ou une bibliothèque, on trouvait très peu de livres écrits par des femmes. C'était des sujets qui étaient très peu traités. Donc elle décide, avec un petit côté aussi un peu, j'ai l'impression, un peu collectionneur, un peu fétichiste, d'aller rassembler toute une documentation sur les droits des femmes, sur la lutte féministe. Donc elle va dans les ventes aux enchères, acquérir des choses, des pièces hallucinantes, comme par exemple justement les placards d'Olympe de Gouges, parce qu'Olympe de Gouges aussi était une journaliste, sauf qu'à l'époque le journal on le placardait au mur. Donc elle allait dans des imprimeries clandestines imprimer ces textes très très sulfureux, quoi. Pour l'époque, elle est collée sur les murs de Paris. Donc voilà, Marguerite Durand va acquérir des placards d'Olympe de Gouges, mais aussi la correspondance complète de Louise Michel, mais aussi un manuscrit de Colette, qui à l'époque est une jeune autrice qui n'a pas encore percé. C'est ce que j'allais dire. Colette, tu veux dire que Colette est une femme ? Mais oui. Ce n'est pas un magasin de vêtements non plus. Et voilà, donc elle accumule en fait tout un tas de documents, de livres, de manuscrits, de correspondances. Et aussi, elle suit toutes les femmes qui rentrent à l'université. On est au tout début du XXe siècle et il commence à y avoir certaines bachelières qui vont faire des doctorats, des thèses. Donc elle collectionne aussi les thèses et les mémoires universitaires écrits par les toutes premières femmes qui vont à l'université. Une merveilleuse collection. Non, mais c'est une merveilleuse collection. C'est un fonds documentaire absolument incroyable. Elle se crée son centre d'archives, quoi. Elle se crée son centre d'archives, donc à l'origine destinée à ces journalistes, mais voilà, quand La Fronde finit par fermer en 1903, faute de moyens et un peu, je crois, de soutien politique, elle décide de continuer à enrichir ce fonds. Et en 1931, elle en fait don à la mairie de Paris et demande à ce que soit créée la bibliothèque Marguerite Durand. Fameuse. Quelques malheurs récemment. Voilà. Et en fait, moi, je suis tombée sur Marguerite Durand parce que j'ai découvert que la bibliothèque Marguerite Durand était menacée de fermeture. C'est fou, ça devait te faire un choc monstrueux parce que ça serait fou de dire qu'il n'y a aucune correspondance entre les deux histoires. Donc ça a dû te faire un choc fou de voir, après toi-même avoir eu ton parcours professionnel, voir qu'elle avait suivi un peu le même chemin 100 ans plus tôt. J'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré quelqu'un, un doppelganger du passé. Ouais. Marty. C'est tellement ça.
Donc voilà, donc la bibliothèque Marguerite Durand, elle s'installe à l'endroit en face du Panthéon, dans la mairie du 5e. Voilà, il y a un petit œil de bœuf au-dessus de l'entrée de la mairie. Des féministes historiques m'ont expliqué que c'était là que ça se tenait à l'époque, avec des larmes dans les yeux, parce que c'était vraiment un lieu où toutes les femmes qui font des études de genre, avant que ce soit quelque chose de très répandu, c'est encore assez marginal, je vous l'accorde, mais en tout cas, voilà, à l'époque, elles venaient faire leurs recherches dans cette bibliothèque, etc. Et Marguerite Durand demande à en être la directrice, et donc elle la dirigera jusqu'à sa mort en 1936. Et je crois qu'elle est littéralement morte dans les murs de sa bibliothèque. Donc voilà, ouais, j'ai fait une accélération assez rapide jusqu'à sa mort, mais en fait après la fin de la Fronde, elle continue à faire pas mal de choses. Qu'est-ce qu'elle fait en 1909, elle veut se présenter par exemple aux élections législatives. Elle n'a pas le droit, c'est interdit aux femmes à l'époque. Bah oui. Et donc, sa candidature est invalidée par le préfet de Paris. Ça va jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État balaye l'affaire en disant, en fait, non, la loi ne s'applique pas aux femmes. Grosso modo, on n'a même pas besoin d'acter puisque les femmes ne sont pas concernées par ce qui est écrit dans la loi. Ouais, mais elle était... Vous n'êtes pas des citoyennes normales. Ok, salut. Oui, mais là, tu t'inscris dans une époque. Oui, mais c'était la même chose. À l'époque, ça devait être fou d'entendre que, ok, vous n'êtes pas l'équivalente des personnes qui mais cela dit, mais ce que dit Ilias, c'est très juste parce que ça me fait penser à ce que dit Louise Michel, par exemple, dans les fameux extraits de son procès qui sont très connus. Elle disait, attendez, vous êtes en train de me juger ? Mais pourquoi vous me jugez puisque je suis pas une citoyenne, j'ai pas le droit de vote, j'ai pas le droit de travailler, donc d'où la loi s'appliquera à moi. Je suis l'équivalent d'un lapin. Pourquoi vous me mettez au tribunal ? C'est exactement le discours des femmes de l'époque. Et il y avait une grande radicalité, notamment à l'époque les suffragettes anglaises qui allaient vraiment très loin. C'était des grèves de la faim. Il y avait des manifestations qui finissaient parfois avec des morts. Enfin, quand c'est le Black Friday, il y a une femme manifestante qui se fait tuer dans la. Enfin voilà, c'était effectivement tellement aberrant, tellement atterrant que on pouvait parfois en venir. Donc voilà, donc Marguerite Durand fait tout ça, mais avec le sourire et toujours avec une grande volonté de conciliation et j'aime bien sa personnalité. Une motivation sans faille. Voilà, mais et j'aime bien aussi l'histoire de sa rivalité avec Madeleine Pelletier, qui était une autre féministe très connue de cette époque, vraiment un peu aussi une hit girl de féminisme, mais alors pour le coup rien à voir. Madeleine Pelletier, famille très très pauvre autour du quartier des Halles. Je crois que sa mère vendait des légumes aux Halles, a eu 12 enfants, il n'y en a que 2 qui ont survécu sur les 12. Oh la vache. Bonne ambiance. Ah ouais, bon départ. Ouais, bon départ dans la vie. Son père était hémiplégique. Enfin voilà, Madeleine Pelletier, un peu vie de merde. Et première femme de France diplômée en psychiatrie. Voilà. Pas dégueu, en plus notable. Ouais, très très brillante à une époque où, comme le rappelait Camille, on avait tendance à, quand une femme était présentée des signes de folie, on pratiquait volontiers le godet vapeur. Oui. Ouais, mais même l'excision. L'excision, on regarde cette pratique comme si c'était quelque chose de très lointain, qui appartient à la culture. Non. Mais voilà, ça a été pratiqué en France, en Angleterre, sous des périodes puritaines où on considérait que c'était. Bref, donc Madeleine Pelletier, féministe extrêmement radicale, qui considérait qu'il fallait jeter tout ce qui relevait de la féminité. Donc lesbienne revendiquée, elle s'habillait en mec, ce qui à l'époque était illégal, quoi. Et voilà, elle était super badass, très 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 communiste, très très de gauche, et ne supportait pas la façon dont Marguerite Durand pouvait faire des arrangements, des compromis avec le pouvoir. Mais quand il s'agissait de lever des fonds, de trouver un peu de sous, de passer un message, elle allait voir Marguerite Durand en disant Marguerite, vas-y, file-moi un coup de main, organise un crowdfunding pour mon truc. Et comme elle avait un petit réseau, pas mal de followers, Marguerite, elle arrivait à lever des fonds pour ses potes un peu plus radicales qu'elle. Et j'aimais bien cet aspect-là. Et voilà, et Marguerite Durand, il y a cette phrase très connue, on ne dira jamais assez ce que le féminisme devait à mes cheveux blonds. Et voilà, elle était marrante comme ça, Marguerite. J'aimais bien. Une super histoire. Et je vous propose de trinquer, même si nos verres sont vides. Pas le mien. Allez, à Marguerite. À Marguerite, ouais, carrément. Merci. Oh, comment ça cheat de partout. Pas pour balancer, mais par Bluetooth, les gars. Vous êtes tous trop loin. Bon, on trinquera après l'épisode. Cette table est trop grande. Et bah, c'était sincèrement un énorme plaisir. Merci. C'est vrai, ça allait. Carrément. Ouais, je suis trop émue d'avoir fait ça, merci. Bah, ça me retourne plus qu'autre chose parce que ça me révolte. Je pense qu'à l'époque j'aurais été terroriste, mais. Le 19e siècle, c'est pas ton siècle, toi. C'est vraiment. C'est l'enfer, mais des godes à vapeur, t'imagines? Putain. Ce qui me fait rêver, c'est que c'est le truc qui t'a le plus choqué dans le 19e siècle. Mais t'imagines le bordel. C'est la période des tampons aussi, très gros.
Ouais, ça déjà, oui, c'est Belle notre histoire, période, mais quoi. bon. Bien. Non, vraiment top, super cool. Et on vous encourage à vous renseigner sur elle, à vous rendre à la bibliothèque, bref. Et puis surtout, juste à communiquer là-dessus. Le moindre message est intéressant, important sur juste en plus votre avis, votre ressenti. Donc, Ouais, parce que la bibliothèque, on l'a sauvée, il faut quand même le dire. Elle a failli être complètement fermée, délocalisée, mais elle est encore là grâce à une mobilisation féministe, d'ailleurs sans précédent quand même. Elle était vraiment importante et chouette. Donc elle est encore là, rue Tolbiac, dans le 13e. C'est un étage. Hein. C'est vraiment très déceptif quand on rentre dedans. Genre, c'est un étage. C'est une petite mezzanine. Il y a toute une histoire mais voilà, il y a des fonds d'archives hallucinants. Et il y a un épisode de La Poudre, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui s'appelle l'épisode Marguerite Durand, où j'interviewe Christine Barr, une historienne passionnante, qui en parle hyper bien. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, cet épisode-là, que je recommande aussi, si je peux me permettre. Je le recommande. Bien sûr. Pour la petite histoire, je suis passé devant tous les matins pendant plusieurs années et je me suis rendu compte vraiment que de cette bibliothèque, que lorsqu'il avait commencé à y avoir des débats dessus, parce qu'elle a un design très discret finalement, on la remarque pas. Elle fait bibliothèque communale, quoi. Oui, on peut dire ça. En tout cas, on est très content qu'elles soient encore là. Oui, tout à fait. Bah, du coup, est-ce qu'on passerait pas à toi? Bah ouais, je vais prendre la main pour un sujet du coup qui a quand même beaucoup moins d'importance. Mais pourquoi? Non. Oh, si, crois-moi. Si. Crois-moi, ça en a beaucoup moins. En vrai, les caméras pour snowboarder, je pense. Oui, c'est un sujet. En fait, les auditeurs nous ont demandé plusieurs fois de faire des success stories. Alors, c'est pas franchement intéressant les success stories, surtout que la plupart des success stories sont fausses. Lorsque vous lisez la biographie d'un chef d'entreprise américain qui a vécu le rêve américain, il faut savoir que généralement cette histoire a été écrite par lui ou son avocat. C'est jamais exactement ce qui s'est passé. Et donc moi j'avais prévu de vous parler d'une petite success story qui en fait est très condensée dans le temps et qui donc peut être expliquée très très vite et qui part très vite en couille, et on peut facilement trouver le comparatif entre ce qui s'est passé et ce qui est vraiment le cas. Donc allons-y. It's incredible to see GoPro cameras do things professional cameras can't do or have never thought of doing, and be able to drive innovation. Qu'est-ce qu'on a merdé? Tu as manqué la guerre. Bah, vous me chercher un caméscope, il faut filmer ça. Alors est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une GoPro? Oui, ça va. Ouais, ça va, quand même. Un peu. Je vous écoute. C'est une petite action caméra qui permet de filmer des trucs facilement. Et bah, c'est déjà pas mal. On se colle sur le front pour une meilleure qualité, non? Vous m'avez donné plein d'infos. Déjà, action camera, qui est un terme qui a été inventé par GoPro, qu'on se colle sur le front, en effet, puisque GoPro a inventé le modèle de le fait de le mettre sur le front. Donc il y a pas mal de choses déjà, c'est très intéressant. C'est la taille d'un point. Non. Si. Non, c'est tout petit, c'est carré. Petit aujourd'hui. Enfin, un carré rectangle. Oui, en effet. Alors, donc on nous a demandé, comme je disais, des success stories, et là je vais vous parler de Nick Woodman, qui est le garçon qui a eu l'idée de cette petite machine-là. Alors je vais pas vous faire sa biographie en soi, c'est très classique. Il est upper middle class, son patron dirigeait une banque, il a fait des études somme toute classiques. Il a fait plusieurs sociétés qui se sont bien plantées, genre il a perdu 4 millions quand même d'investisseurs dans ses premières années, mais il est arrivé au bout de l'American Dream. On est content pour lui. Ce qui nous intéresse, c'est qu'après ses premiers plantages, en 2001, il est parti faire un petit voyage, je crois que c'était dans les Philippines, et il est revenu avec des ceintures qu'il avait achetées pour $2. Très jolie ceinture. Et il a appliqué un modèle très simple, qui est de retourner en Californie avec un petit van Volkswagen et de les vendre $80 sur la plage en disant que c'était des ceintures de très haute qualité. Ça a remboursé son voyage. Plus que ça, oui, il a même remboursé le van à ce niveau-là. Ça lui a rapporté quand même $10,000. Ça va. De ceinture. C'est pas mal. Auquel il a rajouté $20,000 de sa poche. Auquel ses parents ont rajouté $235,000. Ah, l'apport des parents est pas mal quand même. Voilà. Coup de se faire chier à vendre des ceintures. Auquel on ajoute ses contacts qui étaient la plupart des venture capitalistes. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'un venture capitaliste? C'est des fonds d'investissement. Oui, ce sont des personnes qui travaillent sur des fonds d'investissement et qui donc vont investir de l'argent sur des projets dans lesquels ils croient. En fait. D'accord. Ok. Des aventuriers du capitalisme, hein, littéralement. Donc avec cette thune-là, il est bien parti pour lancer un projet. Alors là, je vais faire une virgule, parce que j'ai prévu de traiter GoPro assez rapidement, mais je voulais aussi vous parler du fait que la plupart des success stories, c'est quand même de la belle connerie. Parce que là, je vous ai donné la version réelle. C'est-à-dire qu'il a gagné 10 000 balles avec ses ceintures, 20 000 balles de sa poche et 235 000 balles de ses parents, plus le fait quand même son père était directeur d'une banque, il connaissait des ventures capitalistes, il y avait des etc. contacts. Mais si vous lisez la biographie
du CEO de GoPro. Il s'est fait tout seul. C'était un surfeur qui s'est fait tout Self-made seul man. en ayant une idée et en utilisant son Dremel sur 2 prototypes et en faisant Prenez le les tour dents des des magasins. requins et il les revendait sur la Voilà. plage. Je voulais juste faire une virgule là-dessus. Je veux pas non plus trop tenir là-dessus parce qu'il a quand même réussi, ce garçon, avec du travail. Bien Donc sûr. le but n'est pas de le tailler. Enfin, il a quand même fait quelque chose, mais quand vous lisez la success story d'un entrepreneur, quand même, prenez-le avec des pincettes. C'est pas parce que vous avez vu The Social Network que vous connaissez la vie de Mark Zuckerberg. Soyons très très clairs là-dessus. Donc il a quand même ses quelques sous en poche. Et de 2002 à 2004, il construit un prototype. Alors, le prototype de la GoPro, le principe était de prendre un appareil photo à pellicule réutilisable de 35 mm. Donc on en a tous eu, je pense, dans notre jeunesse. Et de le mettre sur un bracelet. Oh, purée. Pour pouvoir prendre des photos en même temps qu'on fait du surf, parce que Nick Woodman était un surfeur. Donc, il a mis de 2002 à 2004 à construire un prototype. Ça, c'est-à-dire à prendre un appareil photo à pellicule et à le coller sur un petit bout de... Ne nous moquons pas, t'imagines, tout tombe dans l'eau. Non, je suis d'accord avec ce qu'est en train de dire Camille. On met pas 2 ans à coller un appareil photo sur un bracelet. Mais en Californie, c'est pas les mêmes horaires. Voilà. Oui, mais quand tu lis que derrière il te raconte qu'il bossait 20 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 2 ans, pour coller une caméra sur un bracelet. Mais voilà, il perfectionne. On va y venir, les enfants. Si tu le mets dans un sac de congélation Ikea transparent et... Rassurez-vous, je vais vous en parler. Néanmoins, c'était juste pour... Camille, c'est pas con ton truc. Je voulais juste remettre une couche sur le bullshit quand même, parce qu'on met pas 2 ans à coller une caméra sur un bracelet. Donc il n'était pas ingénieur, hein, ce garçon. Soyons très clairs. Visiblement, non, autant que moi en tout cas. Il allait se promener sur quelques salons, il a trouvé une caméra chinoise à $3 sur laquelle il y avait déjà un boîtier étanche. Donc Et là, il c'est s'agissait le pro vraiment des bonnes affaires, le mec. Hein, champion. J'en suis toujours sur le fait de comprendre que vraiment, c'est pas... Voilà. Donc il a quand même acheté ces petits modèles à $3 et il a réussi à les adapter sur un bracelet. En 2 ans. C'est quand même cool. C'est honorable. Donc je vous fais un petit résumé. En gros, Nick a acheté une grande quantité de caméras pas chères, il a fait une petite modification de design, et avec, il est parti faire le tour des surf shops. Et c'est là qu'il a été malin. Parce que son but, c'était de pouvoir prendre des photos de gens qui font du surf. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Ça se faisait de loin avec un téléobjectif de 200 mm, et c'était une galère. Et donc il est allé faire son petit tour, sachant que ça lui a coûté $3 à l'achat, plus... on va dire $0,02 de modification parce que c'était un bracelet en strap avec la caméra. Oui, c'était du 35 mm, donc c'est pas une caméra numérique, c'est un boîtier plastique dans lequel tu mets une pellicule. En matière de fabrication, ça ne coûte absolument rien. On est loin du prix de genre. Rien compris. C'était une caméra argentique. Pourtant, c'était simple. C'était pas cher. Voilà. T'es con. Donc ces caméras à $3, il les a vendues $30. Ok, c'est déjà pas mal. Il s'est fait une jolie marge. C'est malin, encore une fois. Oui, 10 fois plus cher. Quand même. Ben oui, 10 fois plus cher, tu es très bon en maths, on est d'accord. Et avec ça, il a fait quand même un petit bénéfice de $150 000. Ce qui est pas mal. Bon, en 2 ans de travail avec un investissement de 235, c'est pas fou, mais on arrive à quelque chose. C'est un début. On a vu pire. Ensuite, il a pensé au nom. GoPro. Et est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Parce que GoPro, c'est la marque. Est-ce que vous savez comment s'appelle la caméra? Hero. Exactement. Elle s'appelle la Hero. Alors c'est là qu'il est un petit peu malin déjà, parce que GoPro, il s'adresse aux surfeurs à l'époque. C'est quoi le but d'un mec qui fait du skate ou qui fait du surf? Devenir pro. D'avoir De devenir la classe. pro. Exactement. To GoPro. Okay. Et là, on parle des surfeurs, et le reste du public, on a le mot hero, parce qu'on a une caméra qu'on peut emmener partout, et finalement, est-ce qu'on veut pas tous être un peu le héros de notre propre histoire? Ah là là, c'est beau, c'est beau. C'est beau le marketing, mais oui, en effet, GoPro Hero, c'est quand si, même ouais, c'est très cool. très intelligent comme nom, parce que ça marche. Hein, enfin, si vous savez ce que c'est qu'une GoPro, c'est oui. qu'il s'en est sorti finalement. Oh, ça va. Oui. Il a fait un autre petit coup sympa, c'est qu'il est allé sur QVC. Alors QVC, pour les gens qui ont jamais trop accès à la culture anglophone, on va dire à la télé, QVC c'est l'équivalent de télé-shopping ou télé-matin, je sais plus. Ça fait envie. Matin. Voilà, enfin les émissions matinales où tu achètes des produits. M6 Boutique. Télématin, c'est pas du Ouais, tout. Non, c'est pas ça, donc c'est télé-shopping, c'est ça, excusez-moi. Non, mais... Et il est allé sur les choses d'émissions une seule fois. Il a fait la queue pour y aller parce qu'en fait, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais il y a plein de gens qui ont une idée, qui font la queue et qui rentrent dans l'émission pour aller vendre leurs produits. Il en a vendu 3000 unités en moins de 10 minutes. Oh, Et c'est comme ça qu'il a fait parler de lui parce que c'était sur la télévision nationale américaine. Donc on est actuellement en 2005 et il a quand même un revenu de 350 000. Donc ça y est, il a réussi à gagner un peu d'argent avec son histoire. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que c'est quand même très long. En 2006, donc GoPro construit leur premier modèle digital.
qui peut filmer pendant 10 secondes, parce que le digital en 2006, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Hein. 10 On pouvait secondes. filmer 10 secondes dans une résolution de 320p. T'as pas intérêt à louper ton saut. Oh la vache. Non. 320p, vous voyez ce que ça fait comme résolution ou pas du tout? Non. Très peu. C'est une Oui, VHS. c'est oui. C'est une VHS, c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'à l'échelle numérique, ça fait. Vous voyez, je mets mes doigts comme ça. Oui, c'est bien, c'est Je radiophonique. fais un nickel. petit rectangle avec mes doigts, avec mon pouce et mon index. Ouais, ça, En ça gros- fait l'écran comme si vos yeux étaient un écran, on va dire. Voilà, on va dire ça. J'essaie de trouver un Merci Là, d'avoir. l'image c'est est visuel. je pense qu'il faut réfléchir 2 secondes, mais on peut y arriver. C'est très gentil d'avoir essayé de m'aider. Mais on s'en fout, on est dans une niche. On est dans les surfeurs, on s'en fout d'être dans la technologie, dans machin. On a nos clients. Et avec ça, on fait quand même 800K. Ah, enculé. Donc, Bah, salaud. salaud. C'est mieux. C'est Impressionnant. beaucoup mieux. Stupende. Ces caméras, on les appelait les Digital 1, Digital 2, et en 2007, on arrive sur la Digital 3 qui commence à ressembler un petit peu à ce qu'on connaît aujourd'hui. On est quand même à un revenu de 3,4 millions à ce moment-là, au fur et à mesure des nouvelles versions. Ça fait son chemin. Et on commence avec la Digital entre 3 et 5, on commence à avoir les signatures de ce que les gens connaissent aujourd'hui, c'est-à-dire un objectif grand angle. Vous voyez à peu près ce que ça donne l'image d'une GoPro, c'est une espèce de sphère un peu déformée, très grand angle. Fisheye. Un fisheye, oui, tout à fait. Et les accessoires. Donc tu en parlais tout à l'heure, l'attache de casque, l'attache de guidon, l'attache de poignet, l'attache de machin. Et c'est ça qui a un peu démocratisé la chose. Donc là, on arrive à l'époque où ça commence à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. En 2009, on a un problème. Ah, et là, la concurrence arrive. Ah, mais quelle concurrence? Je Les voudrais téléphones. pas. Les Beau téléphones. Oui, portables. Lorraine, en effet. En 2009, c'est la sortie de l'iPhone 3GS, ouais. qui a la capacité de filmer. C'était pas le cas des premiers smartphones. Et là, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Et on a une autre caméra aussi qui s'appelle la Flip qui sort, mais cette Moins andouille classe. sort en même temps que les smartphones, donc finalement, on lui promet pas une grande carrière. Mais la GoPro a toujours sa niche de casse-cou. Et en plus, maintenant, elle est étanche et elle est Ouais, bah résistante. justement. Donc c'est mieux que l'iPhone quand même. Ah oui, 20 millions de dollars de L'iPhone, on bénéfices. peut pas le coller sur le front. C'est pas le même marché finalement. L'iPhone collé sur le front. Il y en a qui le font, crois-moi. Avec mais un ça beau ne scotch, fonctionne pas je bien. suis aussi. Hein. Donc là, on a plusieurs stratégies. On a la marque Flip qui est rachetée par Cisco et qui vont essayer de se distribuer au max. Et Nick Woodman, donc le patron de GoPro, qui lui va envoyer une petite lettre à la main à Best Buy, à Target, à tous les gros magasins américains en disant écoutez, ma caméra, les gens ils l'aiment bien, elle est cool. J'ai des jolies photos de gens qui font du surf, du snowboard, du machin. Donc je vous fais un tout petit stand chez vous, un petit boîtier où je mets juste sur 4 GoPro. Je vous en mets quelques-unes en stock et on va voir ce que ça donne. Et là, Et ça donne. En effet. 400 millions. On n'en est pas encore là, mais en 2010, donc ils sortent la HD Hero. Ça, c'est la caméra que vous connaissez. Je pense qu'avant la HD Hero, en fait, vous n'aviez jamais entendu parler de GoPro autant que vous Probablement. êtes, autant que la plupart des gens sont, autant que moi d'ailleurs. La première caméra que j'ai eue, c'était une GoPro HD Hero. C'est la première qu'on a vue parce qu'elle filmait en 1080p. 80p aujourd'hui, c'est ridicule. À l'époque, c'était incroyable. C'est la HD. C'est la HD. C'est la full bien HD. que la 7, Oui, ça même va. c'est vrai. Absolument. Et aujourd'hui, on s'en fout, mais à l'époque, c'était complètement dingue et tout le monde s'y est intéressé. Et pendant ce temps, la concurrence se casse la gueule. Donc, on a Flip qui se pète la gueule et on devient tout seul sur le marché. On est GoPro, on est tout seul sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul sur un marché? On monte les prix. Non, on n'a pas besoin, on est déjà les plus chers. Qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas se casser la gueule, qu'est-ce qu'on On fait? sort un nouveau modèle. On crée de la fausse concurrence. On pourrait, mais ce serait Ça, c'est vicieux. On n'en est illégal. pas là. Non, on devrait évoluer. Quand on On est tout devrait seul. évoluer. Oui, peut on prendre des doit photos. continuer à évoluer Non, notre évidemment. produit, sinon il va se péter la gueule. On fera le marketing après. Parce t'inquiète. qu'on a les smartphones à côté. On hein, passe qui de 10 commencent à- secondes à 20 secondes. Non, ça on l'a passé depuis longtemps. On est au 1080p maintenant, Hicham. Oui, c'est vrai. On devrait évoluer. Cependant, c'était pas trop ce qu'ils avaient prévu chez GoPro. On y reviendra. Mais en 2011, on est quand même sur un revenu de 234 millions de dollars. Ça va. C'est pas mal. En 2012, on a Sony et JVC qui arrivent et plusieurs marques chinoises qui commencent à faire des clones de Oui. partout et qui sont à moitié prix. GoPro, eux, continuent à faire des caméras à 500 balles. On s'en fout. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? iPhone. Exactement. J'allais le dire. Ça nous rappelle Apple, on est à peu près sur le même modèle. Et GoPro quand même dépasse les 500 millions de revenus cette année-là. En 2013, Nick Woodman, donc le PDG, rentre sur la liste des personnes les plus riches du magazine Forbes. Donc il s'en sort plutôt mal. bien. On y reviendra, c'est aussi notre problème. Et il y a aussi le premier drone qui sort, le DJI Phantom. On fera un clin d'œil à Tout à Bento qui était venu nous parler des drones. Exactement, oui. Et qui n'est pas équipé de caméra, mais d'une monture de GoPro. Pour Ah. mettre des- Oh là là, quelle opportunité! J'arrive plus à parler. Quelle Opportunité. opportunité de business Opportunité. incroyable! Si on foutait des GoPro dessus, bah écoute, ils vendent un drone avec une monture GoPro, on va y foutre nos GoPro dessus. C'est formidable. En plus, on atteint quasiment le milliard cette année-là. Oh putain. Donc, est-ce qu'on se lancerait pas dans le marché du drone, nous aussi? Nous. Hein? Bah, nous GoPro. Allons-y. Ah Moi, oui. je suis pour. J'allais dire nous, pardon maman, on peut essayer. Hein. Non, nous GoPro.
Bah si. On le ferait, ce serait Bah logique. oui, carrément. C'est la meilleure idée de la Bah non, on va pas le faire, parce qu'on est un peu con. On va pas le faire. C'est critique. On va attendre un petit peu jusqu'en 2014 où DJI sort un nouveau drone qui lui a sa propre caméra. Oh non, c'est dommage. On s'est fait douiller. Du coup, on peut plus mettre les GoPro. Et oui, et du coup GoPro fait une IPO. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une IPO? International Patron Olympics. Non. Non. Initial Public Offering. Je croyais que t'allais dire en vrai, j'étais hyper impressionnée. J'étais Bluff total. Initial Public Offering, c'est l'entrée en bourse d'une société. Honnêtement, je préférais l'autre. Non, mais c'est cool que t'aies essayé. La société devient donc publique. Et à partir de là, on continue la même sphère qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les concurrents vendent un produit similaire pour $100 et GoPro on est entre 300 et 500, donc comme Apple finalement. On vend pas un produit, on vend un design, un état d'esprit, ça c'est très important. On a un état d'esprit. On veut avoir des clients qui ont de la thune. Non. Ça, notre Les état gens qui d'esprit. achètent une GoPro, c'est parce qu'ils ont vu une vidéo d'un mec qui fait du surf ou du snowboard, du machin, et c'est pour ça qu'ils achètent une GoPro. C'est vrai. C'est pas pour le Principe modèle de de la caméra. pub, hein. Exactement, mais c'est du marketing de génie. Et ils vont aussi du coup se servir de cet état d'esprit pour devenir une société de médias. Aujourd'hui, GoPro, on se dit que c'est une marque de caméra, mais en fait, ils font surtout du média. Ils ont une chaîne YouTube avec des millions et des millions d'abonnés. Ils sont présents sur toutes les box. C'est le contenu finalement qu'ils ont monétisé plus que le. Exactement. l'outil. Ils ont Ouais, utilisé tous leurs utilisateurs comme des potentiels diffuseurs de contenu. Ce qui paraît génial comme ça, mais ils n'y avaient pas pensé avant. C'était un move de dernière minute en mode merde, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais en fait, on a des. Peut-être qu'avant, il n'y avait pas les millions d'heures. outils pour, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Là, Mm. ils ont peut-être été malins, ils ont surfé sur le. Oh, habile. Merci. Très bien. Oui, c'est exactement ça. Et surtout, ils se sont mis sur toutes les plateformes Xbox, PlayStation, les box, etc. Ils ont créé une chaîne GoPro pour devenir une société de médias. Ils ont prévu un plan de secours. Et à cette époque-là, ils pèsent quand même 3,4 milliards. Ça va. Mais, Toujours aimé. on est à un point chelou de l'histoire parce que Nick Woodman, cette année-là, il a gagné 285 millions de dollars, lui tout seul. Ouais. Alors que la société a gagné 178 millions. Oh l'enfoiré. Donc, est-ce que. Ça ne mettrait pas des petits sous de côté Voilà. Il aurait peut-être dû mettre un peu de sous dans la recherche et développement au lieu de se payer 2 fois les bénéfices de sa société en salaire. C'est là qu'il a merdé, le garçon. Quel salaud, c'est pas possible. Ah, la Alors- boîte, mon bébé, vraiment. Alors, on va pas le juger humainement parce que finalement, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, ce garçon. La question n'est pas là. Mais je pense qu'il est juste mauvais en affaires. Parce qu'il s'est fait plaisir. Mais au lieu de ça, en 2015, donc GoPro sort une caméra qui s'appelle la GoPro Session. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, un petit cube noir. Tout mignon. Ils ont voulu Oui. faire une toute petite GoPro avec un peu moins de performance. Le problème, c'est que c'est un modèle quasiment identique au Cube de Polaroid qui est sorti un an avant. Donc, procès. qu'est-ce qui se Plagiat. passe Le procès. le bon procès. J'adore les procès. en Le plagiat. bon procès des familles qui fait bien mal. Et donc GoPro se rend compte de son erreur. Elle baisse le prix d'achat à $200 au lieu de $400. La session était à $400, ce qui est hors de prix pour la capacité qu'elle avait. Et c'est pas bon pour son image en plus. Et ça lui fait une bonne perte sèche de 13 millions. Correct. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'action? Elle dégringole. Bam! Ça se pète bien la gueule, exactement. Et en 2016, l'action est au-dessous de tout. GoPro perd de l'argent, environ 400 millions quand même. Et en même temps, DJI sort le drone Phantom 4 qui a une meilleure caméra que la GoPro. C'est-à-dire qu'ils font un drone avec une caméra. La caméra qui est sur le drone est meilleure que la meilleure des GoPro. C'est la merde. Mais du coup, maintenant GoPro se dit on va faire un drone Oui. avec 2-3 ans de retard qui s'appelle le Karma. Génial, il est pliable. Un drone pliable, c'est formidable, il est tout petit. On peut le mettre dans le sac. Donc là, très très bonne idée. Bien le casser. Mais Encore un Résiste autre pas au mec. bourrasque. je vous laissais un blanc. Non, DJI sort le Mavic qui est un drone pliable encore plus petit et quasiment 2 mois après et $100 moins cher. Ouais, donc, Dommage. évidemment. Et pendant ce temps, la marque Xiaomi, que vous connaissez peut-être, qui est une marque chinoise, sort un modèle qui est plus performant que la GoPro et qui coûte $100. Et pendant ce temps, Nick Woodman, il fait quoi? Il s'achète un nouveau bateau et un nouvel avion. Tu l'aimes pas, hein, parce que maintenant on l'aime pas non plus. Ah non, j'ai hein. pas de problème avec lui, Ah, mais moi je l'aime pas. je là. trouve qu'il fait de mauvaises décisions. Aujourd'hui, donc on est en 2018, la GoPro a sorti la GoPro Fusion. C'est une caméra 360 degrés. Mhm. Ah, c'est exclusif, tout nouveau. La preuve, on en a filmé un épisode de Pardon Ouais. Maman avec une caméra 360 avant Un qu'ils la teaser. sortent. Et elle coûtait la moitié du prix. Donc ils ont encore 2 ans de retard. Une pétage, Youpi, je crois. GoPro est à 37% de perte de revenus. Il y a pas mal de licenciements. Ils quittent le marché du drone parce que ça leur coûtait de l'argent et que ça leur amenait rien. Et surtout que ça met un coup de polish sur l'aspect de la société, puisque actuellement Woodman a réduit son salaire à $1 symbolique. Bah, ça va. Ça lui apprendra. En même Tu temps, il verses avait de 200 quoi Il millions a faire. par encore an. son bateau. Et l'action est environ à $5. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que on espère que ça Il est va dans la mieux se merde. passer. Ben non, ça nous dit qu'ils vont vendre la société et que c'est la fin, les amis. Mais je ne sais Ah pas, bon parce que j'ai lu récemment justement qu'ils voulaient proposer des produits moins chers. Et qu'ils avaient compris que leur clientèle avait moins de revenus. Ils ont une problématique, c'est qu'ils l'ont compris 5 ans trop Oui, tard. Mais
laissons-lui une chance. Il sera toujours temps de tomber plus tard, mais laissons-lui une chance. Laissons-lui une chance. En tout cas, je veux pas être trop vilain, parce que quand même GoPro, ça nous a apporté beaucoup de choses en matière de contenu. Il y a beaucoup de vidéos qu'on n'aurait jamais vues si GoPro n'avait pas fait le mass marketing qu'ils ont fait, qu'ils avaient donné cette caméra à tout le monde et donné l'opportunité de voir une caméra se faire voler par une mouette ou des gens faire du base jump et autres. Et moi, je suis très content de ça. Plein de belles choses grâce à Donc, eux. je veux pas trop le tracher, ce garçon, même s'il n'est pas forcément bon en business. Il a quand même eu le flair. Il a quand même eu le flair. Un bon surfeur. Cool, bah merci beaucoup. Maintenant j'en sais plus et du coup je n'achèterai pas de GoPro. J'achèterai une caméra à 50 balles comme toi. En effet, au jour d'aujourd'hui. Ah oui, très bonne intro, voilà. De tout temps les hommes. Il n'est pas conseillé d'acheter une GoPro en effet, puisque vous allez acheter un truc 6 fois plus cher pour la même puissance. On n'ira pas plus loin là-dessus et on va laisser la main peut-être à Monseigneur Hicham de la Vega. Non, voilà, on a une prise d'otage. Le commissaire Bialesque est salement blessé et une attachée de presse qui est maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur. De la PTC Bahut, il y en a des miettes jusqu'en Colombie. Ah non, Dédé, reste tranquille. Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle. On est le mercredi 23 octobre 2002. Il est 20h30. On est à Moscou, au théâtre de la Dobrouvska. Là-bas se joue la première grande comédie musicale russe qui s'appelle Norost. Elle passe à 400 représentations à travers tout le pays. C'est une œuvre composée par Alexei Ivanchenko qui célèbre les soldats russes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce soir-là, la salle était remplie, à peu près 900 personnes. Mais malheureusement pour eux, ils vont passer une soirée pas trop tranquille. Donc avant de continuer, je vais quand même vous expliquer un tout petit peu la situation géopolitique de la Russie à cette période-là et un tout petit peu avant. Allons-y. Donc, l'URSS éclate en 1989. 91. Ah merde. Pas loin. Ça pas loin du tout. 89, c'est quoi, c'est le mur de Berlin? C'est ça. Ouais, donc, le début du truc. Il y a 15 États qui ont eu leur indépendance, dont l'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie, etc. République tchèque. Aussi. Il y a d'autres États qui espéraient à leur tour avoir leur indépendance, dont la Tchétchénie. Sauf que pour eux, justement, la Russie, ils n'étaient pas très très contents. Ils acceptaient pas parce que ils ont une position très stratégique pour l'exportation du pétrole et du gaz de la région du Caucase. Donc forcément, ils refusent. Okay. Mais rien à foutre. La Tchétchénie s'autoproclame comme État en 1993. Les 11 années suivantes ont vu naître deux guerres très sanglantes, à peu près 200 000 morts et plus d'1 million de personnes qui ont été laissées sans abri suite à de nombreux bombardements. Putain. Ouais, c'était pas la joie. Bah non, pas là. Non. Donc en 94, la première guerre voit le jour. Et ça va durer 2 ans. L'armée russe tente de reprendre le contrôle de la Tchétchénie, mais c'est un epic fail parce que ils n'ont pas réussi, malgré leur supériorité numérique, ils n'ont pas réussi à prendre les zones montagneuses. Et il y a une statistique qui est assez ouf. En 3 mois de bataille, ils ont perdu plus de tanks que pendant la bataille de Berlin en 1945. C'est chaud dans les montagnes. En même temps, pourquoi les tanks dans les montagnes? Et parce qu'ils étaient les rebelles étaient dans les montagnes, mais donc forcément. Pas des tanks. Déjà dans la jungle, ça n'a pas marché. Tu veux envoyer quoi dans la montagne? Un alpiniste? Des mecs à pied. Bon, la question n'est pas là. Alors, vas-y, continue. Ils ont perdu à peu près, ils ont pas à peu près parce que c'est précis, 1997 tanks. Donc. En 96, les Russes sentent qu'il y a un petit problème, qu'ils sont en train de perdre la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de tuer leur président. Okay. Voilà. Et suite à ce coup bas, il y a une pression internationale et ça a résulté en un cessez-le-feu en 96 et un traité de paix signé 1 an après. Parce que donc, les 3 prochaines années, certes, il n'y a pas eu... Désolé pour le bruit. Les 3 prochaines années, certes, il n'y a pas eu il n'y a pas eu la guerre, mais c'était pas non plus la joie. Ils ont élu un nouveau président qui s'appelle Aslan Maskadov. Lui aussi, il réclame l'indépendance, mais il le crie pas trop fort parce qu'il a quand même besoin de l'argent de la Russie pour reconstruire son pays. Ok, donc il joue sur 2 tableaux. Donc Moscou envoie de l'argent, il verse même des pensions pour les écoles et les hôpitaux, mais malheureusement, la majorité de cet argent est détournée par les chefs militaires. Donc, certaines choses ne changent pas. Ouais, c'est arrivé à un point où 1 demi-million de Tchétchènes étaient placés dans des camps de réfugiés tellement ils étaient pauvres. Et c'était soit ça, ou soit on les entassait dans des ghettos surpeuplés. Ok.
Donc, la peste ou le choléra, quoi. C'est une introduction qui est pas. Ouais, bah je vous ai dit, joyeuse. ça va qu'empirer. C'est ton sujet le moins drôle. Je préférais le Yeti. J'aime bien les animaux, moi, quand tu fais les animaux, les chats. Oui, on est d'accord, c'est le prochain épisode. Je m'attendais vraiment à avoir. J'aime bien quand tu fais les souris. Donc, les Russes, ils n'étaient pas Prendre le contents de cœur voir que animalier. l'argent était détourné. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils installent 2 brigades en Tchétchénie. Ça commence un peu à monter en tendu, tension. quoi. Voilà. En plus de ces problèmes économiques, il y a la mode des kidnappings qui apparaît. Ah bah. Grosse tendance. Je me rappelle. C'est ça. Ça devient carrément Ça et les buffalo. C'est la première source de revenus du pays. En 300 ans, non, en 3 ans. Mais parce que c'était orchestré par l'État ? Mais bien sûr. Putain. Et c'est les chefs militaires qui sont au pouvoir, même s'ils ont élu un président. Donc en 3 ans, ils ont réussi à se faire 200 millions de dollars. C'est la moitié du chiffre d'affaires de GoPro en 2011. Le mec a écouté. Merci. Bravo. Tu es notre premier auditeur. Donc, bref, on revient. En 97, la Brigade internationale islamiste, c'est une filiale d'Al-Qaïda, lance une offensive en Daghestan. C'est à l'est de la Tchétchénie et au nord de l'Azerbaïdjan. Le comment tu dis ? Le Daghestan ? Ouais. Ah, mais je connaissais pas du tout. Ah bah voilà. Voilà. J'ai hâte qu'on check tout ça. Bref, ça a moyennement plu aux Russes, surtout qu'il y a eu une série d'attaques à la bombe qui a fait 300 morts dans plusieurs villes russes, dont Moscou. Et là, je vais vous faire écouter une petite archive du 20h avec une déclaration de Poutine qui était déjà bien présent sur la scène politique. La deuxième guerre de Tchétchénie commence en fait à Moscou à la fin de l'été 99. 2 immeubles d'habitation explosent et s'effondrent, il y a plus de 300 morts. Vladimir Poutine, qui est alors le premier ministre de Yeltsin et son dauphin désigné, accuse aussitôt les Tchétchènes. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Attends, c'est le Groland, ça. C'est le Groland, c'est obligé. Non, je te promets. On ira les tuer dans les chiottes, c'est mythique. Non, c'est vrai. vrai. Mais on dirait un truc du Groland ou des nuls. Mais grave, On dirait les nuls, l'émission. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oh mon dieu. Ouais, donc on vient de l'entendre, le début de la seconde guerre de Tchétchénie commence en 99. Cette fois-ci, la Russie était beaucoup mieux préparée et ils prennent le contrôle de plusieurs bastions des rebelles, dont la capitale qui s'appelle Grozny, en février 2002. Les attaques terroristes ont continué pendant une décennie et le 16 avril 2009, la Russie quitte le territoire tchétchène, mais avant de partir, Poutine désigne leur président. Et il s'appelle Ramzan Kadyrov. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est bien connu pour son sens de corruption et surtout pour son amour pour les homosexuels. Ouais. Dans quel sens ? Dans le sens où... Ironie totale. Voilà, d'accord. c'est ça. Mais hardcore. Goulag. Je préférerais demander dans le doute. Hardcore. Non, c'est vraiment, vraiment hardcore. Bref, on revient à notre soir du 23 octobre 2002. La pièce commence à se jouer et je vous rappelle que c'est une comédie musicale qui parle de soldats russes. Donc à un moment, les spectateurs voient des gens en cagoule avec des treillis rentrer avec des armes. Ils pensent que ça fait partie du jeu de la pièce, mais... Mise en scène moderne. Non. Eh si. C'était des islamistes, qu'est-ce que tu veux, ils ont créé Allah Akbar. Bref, là à un moment, il y a d'autres terroristes qui rentrent. Au total, ils étaient 41 personnes. Il y a eu 22 mecs et 19 nanas. Les meufs, elles étaient toutes armées et elles portaient toutes des ceintures explosifs. Oh, je crois que je vais vomir. Je sens mal le sujet, vraiment, c'est le genre de sujet qui me plaît pas. Non, mais il est horrible le sujet. Mais oui. Je suis un peu traumatisée. Je vais partir avant la fin. Bref. Pardon, Ilias, non, je peux pas le elles sont là pour venger leurs proches tués par les Russes pendant la guerre parce qu'elles n'ont plus rien à perdre. Et elles sont en mode martyr. Elles sont en mode elles vont se faire exploser. Ah oui, elles sont là pour venger leurs maris, leurs frères, leurs oncles, etc. Parmi les gars, un homme se met sur scène et commence à parler en russe. Il s'agit de Movsar Barayev, excusez-moi. C'est un Tchétchène de 25 ans, fils d'un chef rebelle mort au combat. Il leur dit qu'ils sont tchétchènes, sauf un, il était saoudien, mais bref, et qu'ils les prennent en otage. Si l'armée russe ne retire pas ses troupes de la Tchétchénie, ils vont tout faire péter. Jusque-là, message est clair. Voilà. Merde. Donc ils vont tout faire péter. Et ils vont tout faire péter. Ils leur demandent donc d'appeler leurs proches et la police pour dire au revoir et pour prévenir quand même la police. 1 heure plus tard, la police et l'armée entourent l'opéra. Les journalistes sont aussi présents, donc il y a plein d'archives sur internet que vous pouvez voir, c'est assez déstabilisant. À 23h, Poutine passe à la télé pour s'adresser à son peuple et expliquer un peu la situation. Il refuse strictement de négocier avec les terroristes.
et qu'il n'est pas question de sortir de la Tchétchénie. Les terroristes avaient une radio avec eux, ils ont écouté tout ça. Et pour essayer de le convaincre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils relâchent 15 enfants de moins de 12 ans. Ça, c'est chic. Voilà. Non, là, je me sens mal. Je me sens trop mal. C'est que le début. Alors, par non, contre, mais je sais, c'est horrible après. Un bel effort sur la prod. Il y a du joli son, il y a de l'ambiance. Merci. Et tout. Mais j'ai envie de dire Ça fait monter l'angoisse. Donc, ils lâchent les enfants de moins de 12 ans et tout. Et à 100 mètres de là, il y a la police qui installe un centre de contrôle pour essayer de gérer la crise. C'est le général Vladimir Pronachev qui est en charge. Il est responsable de la section antiterroriste de la Russie. Le problème, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. D'un côté, il ne peut pas négocier avec les terroristes parce que le Kremlin s'en contre. Et de l'autre côté, s'il lance l'assaut, les terroristes peuvent tout faire péter. Donc il est en méga stress. Surtout qu'en 1995, les Tchétchènes avaient déjà pris en otage un hôpital. Les Russes n'ont rien voulu savoir, ils ont attaqué, ils ont lancé l'assaut. Et bilan, 100 otages ont été tués. Donc c'est peut-être... C'est pas les bons clients pour une prise d'otage. Ouais, non. Mais du coup, ils ont on va les buter nous-mêmes. Voilà. Ils ont un peu appris de leurs erreurs. Bref, 3 heures après le début de la prise d'otage, le général Pronachev contacte les terroristes. Il dit à Barayev que le Kremlin ne veut pas négocier avec lui et les autres Tchétchènes, et il demande de relâcher quelques otages. Mais que dalle, il va rien savoir. Pas cool. Il refuse. Il est 3h30 du matin. Ça fait 6 heures que ça dure. Il y a une centaine de policiers qui entourent le bâtiment quand soudainement, une femme apparaît sur le parking. Et elle se dirige directement vers l'opéra. Personne ne sait qui c'est ni ce qu'elle veut. Des terroristes l'interpellent et la ramènent dans la salle. Elle commence à crier, à les insulter. Elle était complètement saoule. Et elle leur disait « Mais pour qui vous vous prenez ? Vous n'êtes que des bandes de clowns déguisés. » Tchétchène, il n'est pas content. Il se demande comment elle a pu passer la police. Et donc, il pense que c'est une espion. Donc, ils sortent de la salle. Une espionne, du coup. Mais... Une espionne. C'est vrai, excuse-moi. Il la sort de la salle et il l'exécute. Putain. Oh, putain, c'est super dur. J'ai fait que la moitié du sujet. Il est 6h du matin. Je vous propose de faire une pause de 10 secondes, on respire. Ça va aller. On remet un petit peu des 4 saisons. J'aimais bien, c'était tranquille. Allez, vas-y. Ok, vas-y. Il est 6h du matin. Barayev commence à paniquer. Il pense qu'une intervention russe va pas tarder. Il tire dans toutes les directions des sons qui sont suspects. Il pense qu'ils vont passer par le plafond, du coup, il tire et tout. Et les otages, ils sont pas dans des conditions très très cool. Ils sont pas sereins. Voilà, et c'est de plus en plus insupportable. Ils ont faim, ils ont soif. Du coup, les Tchétchènes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur donnent des bonbons et des briques de jus qu'ils avaient pris dans les distributeurs derrière. Et une petite pièce, j'imagine. Et le truc, c'est que le pire dans tout ça, c'est que les toilettes étaient trop loin de la salle. Ils voulaient pas s'amuser à les raccompagner, machin. Donc, ils les font pisser dans la fosse de l'orchestre. Donc, ça pue mais énormément. J'ai passé un très très bon week-end, comme vous pouvez le remarquer. J'ai écouté plein de reportages. Le détail que tu as mis dans ce livre. Bref, H+12. Je peux te faire un câlin avant H+12. Barayev autorise 2 médecins à venir récupérer le cadavre de la personne qui était morte. Donc, apparemment, c'était pas une espionne, c'était une dame qui tenait une supérette. Et visiblement, elle a abusé sur la vodka. Il laisse aussi partir 39 autres personnes. 2 femmes enceintes, ceux qui sont malades et les musulmans. C'est une explication. Ils étaient musulmans. Ils ne méritaient pas d'aller en enfer pour eux. Très bien. Chacun ses raisons, écoute. C'est ça. C'est ça. Bref, le général Pronachev recontacte Barayev. On va attendre qu'il réponde. Ah, c'est Philippe Digression, ça. Philippe. Non. Donc, il lui offre une solution. Soit il relâche tous les otages, soit s'il relâche tous les otages, il sera escorté hors du pays. Mais que nenni, Barayev est frustré qu'ils le prennent pour un con. Il savait que c'était un piège qui... voilà. Oui, il était pas con. Ouh, il était malin. Mais heureusement, Franchiti, un journaliste britannique, réussit à rentrer en contact avec lui et lui propose de faire passer son message à la télé. Ça a un peu calmé les choses. Il passe à la télé à minuit. Les archives existent, encore une fois, vous pouvez les voir si vous n'êtes pas assez déprimé. Et... Bon, là, ça va. Pour l'instant, ça va. Et... Par contre, demain, les archives. Ok. À l'antenne, il dit que c'était pas un terroriste parce qu'il ne demande pas d'argent ni un avion. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est le retrait des troupes russes. C'est tout ce qu'il demande. Oui, ça va. C'est simple comme revendication. C'est tout.
Donc, vendredi 25 octobre, 3h du matin. H+30. Pronachev est pressé par le Kremlin pour en finir. Il galère à trouver une solution qui ne se finit pas en bain de sang. Un de ses conseillers propose une solution un tout petit peu extrême. C'est un gaz anesthésique qui endormira tout le théâtre. Le problème, c'est que ça n'a jamais été utilisé. En plus de ça, c'est un gaz développé par le KGB, et donc c'est ultra secret. On ne sait pas qui y a dedans et tout. Ultra pas géré du tout. Et en plus de ça, il y a plusieurs risques. Si les touristes voient qu'ils sont en train de se faire... tu tiens ton cœur, ça me fait chier. Tu veux que j'arrête? J'ai envie d'enlever mon casque pour avoir les bruitages. Tu peux enlever ton casque. J'enlève... Non, parce que je veux le vivre jusqu'au bout, tu vois. Ok. Bon, c'est pas grave. Si elle vomit, c'est toi qui fais nettoyer le tapis. Hein. Donc, il y a plusieurs risques. Si les touristes voient que c'est en train de se faire gazer, ils vont peut-être tout faire exploser. Et en plus de ça, le poids, l'âge et la santé de la personne sont des facteurs super importants pour savoir la quantité maximum à utiliser avant que ça ne soit mortel. Ah, donc s'il y a une crevette, hop. C'est ça. Et qu'est-ce qu'une crevette foutrait là? Ah bah. Camille. Merci Camille, ça me permet de respirer 2 minutes. On l'avait répété celle-là. Je te sauve la Camille, je te sauve. Donc, c'était répété, vas-y. Si ça vous rassure, on a besoin de légèreté. Le gouvernement commande une grande quantité d'antidotes pour ce gaz-là pour se préparer à un éventuel passage à l'acte. Il est 9h du matin, H+36. Bariav a très peu dormi, son humeur change constamment. Il n'y a toujours pas de nouvelles du gouvernement à propos du retrait des forces armées, et les otages sont exténués, la fatigue et la peur n'arrangent absolument rien. À un moment, Bariav entend à la radio que le gouvernement est prêt à négocier. Il est super content. Donc tout se passe bien. Yeah. Sauf que à 18h, il ne sait toujours pas à quelle heure quelqu'un va venir pour négocier. Et à 20h, Barayev s'impatiente, il s'énerve, il pète un câble, il en a marre d'attendre. Il a déjà relâché 60 personnes, le gouvernement n'a rien fait pour l'aider. Donc il menace à tuer des otages à partir de minuit. Okay. Et là, un otage panique, il tente sa chance, court pour s'enfuir. Le terroriste tire 2 balles, mais il rate sa cible. Je veux bien que tu mettes les balles. C'était vraiment pas forcé. Une balle touche la tête d'un homme, l'autre perfore l'abdomen d'une femme. Pareil, ce genre de... Au bout d'une heure, personnes ont été touchées. Au bout d'une heure, l'homme décède et la Croix-Rouge est autorisée à venir récupérer le cadavre et la blesser, mais pas par charité. C'est surtout pour dire à la police que c'était un accident et pas une exécution. Ils ne voulaient pas non plus... Une heure avant y a cru. Ouais, non. Une heure avant son intention de tuer les otages, Bariav reçoit un coup de fil. Le responsable des missions militaires en Tchétchène, qui s'appelle Kazantsev, c'est un général, il viendra négocier le lendemain matin à 11h. Sauf que c'est un gros fake. C'est juste un gain de temps. Barayev crie de joie, il tombe dans le panneau. Samedi 26 octobre, 5h du matin. 42. H+56, pour être plus précis. Pronachev repère sur des caméras Barayev qui est loin de la salle de spectacle. C'est le moment d'agir. Les services d'intervention russes, le Spetsnaz se dirige sur le toit et infiltre le gaz dans les ventilations. Petit à petit, la salle commence à s'endormir, sauf que c'est un gaz opaque. Les terroristes pensent que c'est du gaz lacrymogène et que c'est une attaque. Donc ils laissent les femmes dans la salle parce que c'est elles qui ont les ceintures d'explosifs. Et ils courent vers l'entrée de l'opéra et ils tirent sur le parquet. Sauf que le Spetsnaz ne réplique pas. Ils attendent que le gaz fasse effet pour éviter que les femmes ne fassent tout exploser. Au bout de 20 minutes, les tirs tchétchènes se sont arrêtés. Ce qui devrait être bon signe, sauf que y a une otage complètement consciente qui sort de l'opéra. Ils savent pas quoi faire. Et 2 minutes plus tard, il y a 3 autres personnes qui sortent encore de l'opéra. Par peur qu'il y a encore des femmes terroristes qui sont encore même semi-conscientes, il suffit juste d'appuyer un bouton et tout fait péter, ils décident d'attendre encore 40 minutes. 6h30 du matin, ça fait 1 heure que le gaz est dans la salle, l'assaut est lancé. Il y a plusieurs tirs qui sont entendus, Barayev et ses hommes sont tués. C'est bon. Il n'y a plus normalement plus d'explosions, plus de tirs. Promis, hein. Sauf que c'est pas forcément... Non, t'avais promis. Voilà. 20 minutes après, répondu. 20 minutes après le début de l'assaut, les services spéciaux prennent le contrôle du bâtiment. Tous les terroristes sont abattus, y compris les nanas. Militairement, c'est une victoire
énorme pour Moscou, il n'y a pas eu un soldat de mort. L'évacuation Au niveau des innocents, putain, c'est quoi. Au niveau des civils, Ouais, par mais bon, ils ont réussi leur coup. Et l'évacuation des otages peut commencer. Quelques médecins se dépêchent sur place, sauf que vu que c'était une opération secrète, il n'y a personne qui était au courant. Parce qu'ils avaient la radio, ils avaient la télé, donc ils ne pouvaient pas le dire à tout le monde. Donc il n'y avait pas assez de personnes pour évacuer les centaines d'otages. Il n'y avait pas assez de civières pour déplacer les gens, donc on les porte par les mains et les pieds. Ils sont posés bêtement sur le parking, sur leur dos. Malheureusement, plusieurs otages meurent étouffés en avalant leur langue. Il y avait pourtant assez d'antidotes pour tout le monde. Allège, je t'en supplie. Mais c'est une prise d'otage, je vais pas dire ils vécurent heureux. Je te rappelle que j'enchaîne sur les enfers si t'allèges pas. Justement, il y avait pourtant assez d'antidotes pour tout le monde, mais il n'y avait pas assez de médecins et infirmiers pour injecter tout le monde. Donc ils sont quand même un peu teubés, quoi. On peut le dire. Tout petit peu, ouais. Merci. Oui, on a prévu un les peu comme le fantassins, gars de la mais, Bastille, pardon, mais ça me fait penser un peu à... Oh là, t'es il y en pas avait dans pas. le même degré d'ignominie quand même. Hein, Non, mais le truc genre, on n'a pas pensé... Oui. Plusieurs Quand même sur des énormes fils de pute là, pardon. Un tout petit peu, ouais. Mais plusieurs personnes meurent à cause du gaz. Sur les 900 otages, 600 sont emmenés à l'hôpital. 150 d'entre eux sont mis en soins intensifs. Les médecins doivent savoir ce qu'il y a dans le gaz pour savoir comment agir, sauf que ça reste quand même confidentiel. 129 personnes meurent directement après l'assaut et viennent, entre guillemets, tâcher la victoire du Spetsnaz. Malheureusement, il n'y a pas eu que ces 129 morts au total, et plusieurs rescapés ont décédé dans les années qui suivent à cause des effets secondaires. Ouais. Vas-y, continue pour voir. Parle-nous du sida. Mais malgré tout ça, ils vécurent heureux. Malgré tout ça, le gouvernement a quand même gagné sa bataille contre les Tchétchènes, parce que Poutine, il a gagné énormément en popularité. Et on est vraiment content de ça aussi. Et aujourd'hui, on est ravis. Mais aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de Russes qui détestent les Tchétchènes. Donc pour eux, c'est une victoire. Bah oui, mais mets des blagues à la fin de tes sujets. Ah, Mets écoute, des blagues. Tu veux une blague? Non. Ça, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il y avait encore des tirs. Alors, honnêtement, j'ai envie de mourir. J'ai adoré la production. C'est incroyable, c'était très impressionnant. Ça m'a mis très mal à l'aise, mais c'est je vous avais c'était bien. Moi, je pense que c'est quand même le next level en termes de production podcast, en live, lancement. Non, vraiment. Tu entends, il chouchoute. Il y avait tes cool. propres tapis. Affaire sensible, fais attention à toi. Non, mais c'était vachement bien. Merci beaucoup. Carrément. Merci. Un peu badant par contre. Moi, je suis prochaine fois, je vous fais un truc beaucoup plus light. Ouais, s'il te plaît, ouais. Là, j'ai un peu honte de partir chez les enfers. Il va falloir quand même. Hein. Tu crois pas à l'enfer, n'est-ce pas? Mais l'enfer est juste un sauna. Moi, j'y crois. Par exemple, pour lui, ce matin, ça a dû être un enfer. En enfer, ta merde! Calme-toi ou tu iras droit en enfer. Oui, donc parlons de l'enfer. Léger. Justement. Cool. Normalement, ça va pas être trop violent. Je l'ai fait léger. Alors, justement, à la base, je voulais parler d'un type d'enfer particulier. Donc, je voulais parler justement en gros, des armées des enfers. Et justement, je me suis dit, mais pourquoi on dit les enfers? Alors, du coup, pour vous, c'est quoi l'enfer? Pour moi, c'est Il y a plusieurs les étages. cercles. Pour moi, quoi? Oh, tu vas lui faire coin là à l'oreille là. T'as l'habitude, on respecte plus les invités. Là, c'est. Puis en plus, même hors podcast, en niveau civique, c'était très très bas là, quand même. Mais non, c'était des buzzers. Donc tu disais, pardon, vas-y. Non, je sais pas, les enfers de Dante, là, ça me fait penser aux 9 cercles de l'enfer, ou je sais pas quoi. Absolument. Je suis d'accord avec ça. C'est sur mon passé du coup parce que ça paraît trop évident, mais je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de vraie réponse, vas-y. Quoi? Parce que pour moi, les enfers, c'est dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, c'est le royaume où vont les morts. C'est pas forcément péjoratif, mais il y a la bonne partie et la mauvaise partie. Genre, il y a les Champs-Élysées, ça fait partie des enfers. Alors, c'est là où vont les morts. Voilà, très bonne transition. Parce que justement, en fait, les enfers, justement, c'est une conception qui a évolué au fil du temps. Donc je me dis, quelles sont ces différentes conceptions? Donc je vais faire le tour de quelques conceptions des enfers, en commençant par les premières. Donc je vais pas m'arrêter sur une culture en particulier, mais je vais essayer de l'imager à chaque fois. Donc partez pas du tout du principe que c'est un sujet exhaustif, c'est un sujet qui va être illustré mais pas exhaustif. Donc on va commencer par les premiers enfers. Donc ça, c'est globalement ce qui a été, ce qui est venu très tôt en fait, dès qu'il y a une conscience de l'existence, forcément on se demande toujours, quand il y a une personne qui meurt, où est-ce qu'elle va. Donc ça, c'était à peu près le début, donc ça date de très longtemps avant. Et initialement, justement, il n'y avait pas de notion de bien ou de mal, il y avait juste une notion d'un endroit qui était imaginé où les corps vont, où les esprits vont.
Donc il n'y avait pas de châtiment, il n'y avait rien de tout ça, pas de flamme, pas de fouet. Et généralement, dans la plupart des cultures, il y avait en fait, c'est un endroit où les esprits se rendent et où la vie suit son cours, mais dans un endroit un petit peu gris, dans un espèce de marasme global. Et il y a en fait une espèce de continuité de la vie. Donc il n'y a pas une notion de karma, c'est pas tiens, fais des bonnes actions et il va t'arriver un truc cool, mais il y a une notion de continuité. Genre, si tu faisais telle chose dans ta vie, tu vas continuer à la faire après ta mort. Et en fait, on sent qu'il y a déjà un premier rôle de régulation de la société qui est si tu veux avoir une éternité agréable et une vie agréable ou fais quelque chose de ta vie que tu vas vouloir faire toute ton éternité. Donc on voit un des premiers rôles sociaux des enfers. Il y a notamment justement chez les Vikings où il y avait une notion d'enfer, pas chez les Vikings pardon, mais plutôt dans les pays nordiques, mais une notion d'enfer où c'était un endroit très froid où les corps reposaient, suivaient leur cours, en fait suivaient le cours de leur vie, de leur après-vie, mais il n'y a pas de châtiment particulier. Maintenant on va passer aux enfers païens. Les enfers païens, c'est les enfers principalement polythéistes, ou en tout cas les enfers qui sont liés à des religions ou des rites qui sont liés aux esprits. C'est un enfer déjà qui devient beaucoup plus épique. C'est l'enfer de l'aventure, il y a des idoles, il se passe plein de choses dans ces enfers. Déjà, il y a des cultures où ces enfers gagnent une localisation. C'est-à-dire que sur Terre, il y a un endroit précis, on dit que c'est l'entrée des enfers, et on peut s'y rendre, on peut y voyager, on peut avoir des aventures là-dedans. Donc il y a notamment certaines cultures européennes où on dit que les enfers sont dans tel coin et si vous vous y rendez, vous pouvez vous y rendre et retrouver vos proches, etc. Oui, en Europe d'ailleurs, les enfers grecs, il me semble qu'ils ont une localisation précise en Europe. Alors il me semble aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est là où coule le fleuve Styx, qui est au nord de la Grèce. Oui, mais si je me j'ai pas rappelle bien. le lieu. Tant pis, on fera ça. J'ai plus le nom, mais c'est le nord de la Grèce. Alors sachant qu'en fait, justement dans les enfers grecs, je vais en parler juste après, mais il y a plusieurs fleuves. Le Styx c'est un des plus connus, mais il y en a beaucoup. Il y a l'Achéron, il me semble, il y en a plein. Le Tarn. La Loire. Il y a le Tartare, il me semble, non, un truc comme ça. Le Tartare, c'est un lieu des enfers, mais je sais plus si c'est un fleuve. C'est pas le lieu où reposent les titans, mais bon, passons, c'est un détail. Mais c'est un pic, c'est une montagne. Voilà. Une montagne de viande crue. Justement, dans ces... Excusez-moi, c'est la fin de l'épisode. Pas encore. Non, mais si, plus proche de la fin du début. Mais bon. Donc nous disions, dans ces enfers épiques, donc c'est vraiment l'enfer où il va y avoir toutes les aventures, toutes les folies. Il y a c'est souvent en fait une suite d'épreuves pour s'y rendre parce qu'on a une mission à accomplir. On veut rencontrer quelqu'un, on veut sauver quelqu'un. Donc il y a souvent des épreuves qui se retrouvent et notamment par exemple le fait de traverser un pont qui devient de plus en plus fin, le fait de traverser une rivière. Donc il y a toute c'est Koh-Lanta quoi. Il y a toute une notion de passage. Il y a un truc. Référence nulle. Donc si on prend par exemple le panthéon grec, on en parlait. Le panthéon grec, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait il est très complexe. Il y a beaucoup d'acteurs différents. Il y a des dieux, il y a des héros, il y a des titans. Et en fait, pour tous ces acteurs différents, pour les différencier, il faut qu'ils aient des aventures. Il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'ils puissent réaliser des choses. Et donc les enfers, c'est l'endroit parfait. Parce qu'il va pouvoir y avoir du châtiment, il va pouvoir y avoir de l'action, des quêtes. Donc c'est une des choses. En fait, ça participe à l'histoire globale de la mythologie. Donc c'est important, c'est pas à cette époque, c'est pas forcément le lieu de damnation des hommes, mais c'est un lieu d'aventure des personnages de la mythologie grecque. Donc c'est ça qui est super important en fait. À l'époque, il y a des visiteurs, notamment des enfers, comme Hercule, Orphée. Donc Hercule, il a fait des trucs de foufou là-dedans. Orphée, il allait chercher sa chérie. Il allait récupérer sa zouze, n'est-ce pas? Et il s'est planté comme une. Il s'est retourné à la dernière minute. Exactement. Pas joué à grand chose. Elle m'énerve tellement cette histoire. Elle se retourne à la dernière minute, tu fais mais espèce de double con. Ça me rend fou. Il y a des punitions aussi, il me semble que c'est Sisyphe. Alors je sais plus s'il se faisait becter le foie ou s'il pousse un rocher. Oui, Sisyphe, c'est le rocher, il me semble. Il y en a un c'est celui qui pousse le caillou. Voilà, il pousse un caillou éternellement. Il y a le tonneau des Danaïdes dans le même esprit, le tonneau sans fond qu'il faut remplir. Pas facile. Et justement là, ce qui est rigolo, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est des histoires en fait, mais le but c'est qu'elles puissent servir de morale aux hommes en fait. Les hommes, on leur dit pas forcément tu vas finir en enfer et être damné éternellement. On dit tiens, c'est une histoire qui illustre un fait et tu vas t'en servir dans ta vie. Enfin, c'est censé t'apprendre quelque chose. Donc l'enfer pour les enfers païens, donc à ceux dont on parle, c'est comme disait Camille tout à l'heure, c'est le royaume des morts, mais c'est pas forcément une punition éternelle. Et les hommes, en tout cas, la notion de châtiment éternel pour les hommes est pas tout à fait fixée. Elle va venir plutôt avec ce que j'ai nommé donc les enfers éternels, oulala, créativité, avec les enfers d'influence chrétienne. Et oui. Les fameux. Voilà, c'est ceux qu'on connaît le plus. Et donc, quand je dis influence chrétienne, c'est la plus forte, mais en fait, on a beaucoup parlé, on a parlé de l'islam, on a parlé du christianisme récemment. Et oui, les babouches qui brûlent.
Oui, et qui font bouillir le cerveau. Mais c'était pas le sujet. Ah si, Pardon, non, la question c'était qu'en fait ces religions, elles s'influençaient beaucoup l'une l'autre à l'époque. Et typiquement dans le judaïsme, dans les premiers temps du judaïsme, il y avait pas, les enfers n'étaient pas très décrits, c'était pas une notion qui était très abordée. Mais avec le temps, c'est quelque chose qui est devenu comme un fait de société en fait. Et on en a parlé aussi quand on parlait du christianisme. C'est aussi pendant le passage d'un polythéisme majeur à un monothéisme majeur que ces questions se sont posées de qu'est-ce qui se passe après. Et ce qui était intéressant notamment, c'est que dans le polythéisme, il y a régulièrement un châtiment des dieux vers l'homme. Parce que la foudre tombe sur ta maison, ou il y a une inondation, ou tu as une mauvaise récolte. C'était facilement interprété comme un châtiment des dieux vers les hommes. Alors qu'en fait, dans le christianisme, ou en tout cas les religions proches, il y a peu ça. Il n'y a pas vraiment de châtiment de Dieu qui dit « Ah tiens, je vais te faire souffrir ». Par contre, du coup, pour d'un point de vue effectivement machiavélique de certaines personnes mal intentionnées, pour contrôler les croyants, il fallait un châtiment fort. Donc le châtiment éternel était requis. Si tu veux pas avoir un châtiment éternel et infini, il faut bien te comporter comme ceci ou comme cela. Ça va même au-delà de ça, c'est que même si tu te comportes bien, dans 99% des cas, tu passeras quand même par le purgatoire. Oui, mais le but c'est d'éviter cette infinité. Oui, voilà, mais même le purgatoire, tu peux te taper 2 siècles de babouche enflammée, quoi. Mais qu'est-ce face à l'infinité, n'est-ce pas ? Pas cool. On est en train de deviner sur l'hypothétique, on est d'accord? Non. On verra. Alors, on parle. Ok, je peux plus rien dire. Donc, on parlait de porosité, dans ces enfers chrétiens, ça sera mon exemple particulier. Il y a justement une certaine porosité avec les anciennes croyances. On a vu que, justement, parmi les premiers chrétiens qui n'étaient pas tout à fait chrétiens, enfin, pas à proprement parler, il y avait encore des personnes qui vénéraient Osiris, qui vénéraient ce genre de divinité. Et donc, il y a une certaine porosité par rapport à d'autres croyances égyptiennes, phéniciennes. Et donc, les enfers chrétiens, donc déjà, c'est une notion qui s'est construite au fil des années, mais pendant des centaines d'années. Donc, c'est quelque chose de très vaste. Il n'y a pas une vision des enfers. Et donc, ces enfers sont, en tout cas suivant certaines personnes, peuplés de démons, dont certains en fait sont d'anciennes divinités de religions égyptiennes, phéniciennes. Donc on a parmi eux des noms que vous pourrez retrouver dans soit la culture pop, donc des jeux vidéo, des films, des séries. Vous allez certainement reconnaître des noms parmi Baal, Belzébuth, Satan, Lucifer, et bien d'autres. Oui. Donc dans le Pacte, dans Diablo, dans beaucoup de choses. Dans la Bible. Oui, mais je parlais des références pop. Hein? Dans Tenacious D aussi. Absolument. N'est-ce pas? Je l'ai pas vu. Donc comme je disais, ce panthéon il va se complexifier au fil des années et c'est à la base ce dont je voulais pas vous parler, mais je voulais faire un petit avant-propos avec ça. Il va y avoir tout un groupe de seigneurs, de commandants des enfers. En fait, il va y avoir toute une armée des enfers, tout un peuple dans les enfers qui va s'opposer à ce qui va pouvoir se passer au paradis, parce qu'il y a aussi normalement des pas une armée des anges, mais une certaine organisation dans les cieux également. Comme on le disait, contrairement aux enfers précédents, ça a aussi été un moyen de contrôler la population en fait, parce que vu qu'il n'y avait pas un châtiment direct des dieux, de Dieu vers les hommes, il a fallu trouver quelque chose pour contrebalancer ça, sinon il n'y avait pas spécialement de raison d'encourager, tout du moins, les gens à se comporter d'une certaine manière. Donc là, je vais passer vers des enfers plus modernes, donc passons par un premier enfer moderne plus philosophique. Là, c'est plus l'enfer sur Terre. Donc ça, c'est plus les enfers issus des réflexions modernes, majoritairement athées. Donc je résume ça de manière tout à fait personnelle, mais on pourrait dire: je ne crois pas à Dieu ou au diable, je ne crois pas au repos ou à la damnation éternelle, mais je crois au fait que nos actes ont une incidence, je crois à la souffrance, je crois à la torture morale. C'est-à-dire qu'on va reconnaître une certaine souffrance. Genre le sujet de Mitchell. D'une certaine façon, parce que... Ce qui ne remet en aucun cas sa qualité. Merci. Mais j'ai le cafard. Mais merci justement, tiens, on en parle. Parce que cette notion d'enfer, en fait, elle est... principalement centré sur les interactions sociales. En tout cas, c'est quelque chose de fort. Il y a un gros paradoxe entre déjà ce que les autres vont nous infliger, mais surtout entre notre liberté absolue, on peut faire ce qu'on veut, on peut être ce qu'on veut, et l'image que nous renvoient les autres. L'autre nous définit, sauf qu'on n'a pas de prise sur ça. On peut dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, mais on n'a pas de prise sur la manière dont les autres nous définissent. Et ça, c'est un paradoxe fou entre une liberté absolue et une non-prise. Est-ce que vous me suivez? Je sens que c'est difficile. L'enfer, c'est les autres. Oui, voilà. Merci, c'est marqué sur ma feuille. Tu as raison. C'est exactement ça. Jean-Paul Sartre. Huis clos.
C'est exactement ça. C'est génial comme pièce. C'est une pièce. Je vous le conseille. Une pièce, c'est très court, ça se lit très bien. Effectivement, l'enfer, c'est les autres. Autrement dit, voilà, vous allez pouvoir essayer de suivre votre vie comme vous le sentez, mais la vision que les autres vont avoir de vous va vous torturer éternellement. Et ce qui est fou, c'est que vous n'avez aucune prise là-dessus. En fait, quoi que vous fassiez, vous n'aurez aucune prise dessus. Tu peux arrêter de mettre ton pantalon saumon déjà. J'aime beaucoup ce pantalon saumon, donc justement, je le fais pour moi, pas pour vous. Si, qu'il le porte, comme ça, il va s'user, il va devoir le jeter. Il est très bien ce pantalon. Donc je vous conseille Huis clos de Jean-Paul Sartre. C'est pas trop dans ses paradoxes d'enfer, mais je vous conseille également Le Diable et le bon Dieu de Jean-Paul Sartre, qui est ma pièce préférée, qui est excellent. Et j'attends. On y revient, mais la Divine Comédie aussi, si vous l'avez jamais lu. Ce serait bien de la lire. De Dante, et j'ai voulu le lire, j'ai voulu l'acheter en tout cas, et j'ai vu que c'était en full poésie. Sur une semaine, faut y aller quoi. Ouais, c'est un petit peu costaud. Pour tout digérer, c'est. Après avoir écouté la chronique d'Hicham en tout cas. Pardon, je peux plus m'en empêcher. Mais je vous prépare justement à ça, moi. C'est gentil. Tu vas préparer à tout. Dieu te bénisse, mon fils. Pardon. Après ces enfers modernes, je vais vous faire un tout petit passage vers des enfers numériques dont on parle moins. Est-ce que certains d'entre vous ont vu Altered Carbon ? Non. Je me suis endormi au bout de 20 secondes. Eh ben c'est cool, j'ai un bon public devant moi. En fait, ça fait. Alors il y a une grosse référence dans Altered Carbon, mais il y a aussi un sujet qui a été proposé par un auditeur. Il me semble que c'est un auditeur qui parle justement des enfers numériques et d'un paradoxe qui est lié, mais je vous parlerai du paradoxe une autre fois. Et surtout, vous voyez qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les intelligences artificielles, sur le fait de reproduire une conscience, une personnalité, des sentiments. Donc déjà, on peut imaginer qu'on peut reproduire une personne humaine, mais aussi qu'on peut transférer, imaginons, une personne humaine, en tout cas la représenter de manière numérique. Si on la représente de manière numérique, on pourrait effectivement la faire souffrir de manière éternelle, lui faire subir les pires supplices. C'est dans Black Mirror, il y a un truc comme ça. Oui, cet épisode m'a dégoûté. Dans le jeu vidéo, là. Ouais, le dernier de la saison. On continue à mettre l'ambiance. Désolé. Non, mais t'as raison. Et ça nous fait effectivement un enfer numérique. C'est-à-dire imaginez que j'ai la technologie permettant de transférer toute la personnalité de Camille, sa personnalité, ses souvenirs, ses sentiments, ses sensations de manière numérique. Je pourrais lui faire subir les pires supplices et obtenir les pires aveux ou faire durer ça de manière éternelle. Et donc ce serait donc une représentation numérique des enfers. T'es puni, t'as de la réverb. Allez, c'est fini pour moi. C'est très bien. Merci beaucoup pour ce petit aperçu. Cet enfer expéditif qui nous attend. Mais cet enfer tout de même. Un peu glauque comme sujet. Tu peux parler toi. J'ai essayé d'alléger. Non, c'était cool. C'était cool, c'était un super épisode en tout cas, c'était vraiment un sincère plaisir Lorraine de te recevoir vraiment. J'ai passé un très très bon moment, même si je suis plus déprimée qu'avant. Désolée. Je suis désolée. Ça va moins pas tout à l'heure. Non, c'est vraiment sincère. Non, je rigole, j'ai passé un très bon moment. Promis, Hicham, la prochaine fois fera un sujet sur les hamsters. On fera un épisode. Non, mais il y aura des animaux sur mon prochain sujet. Pour toi, on fera un hors-série spécial chaton. Ah oui, des petits chiens. Un sujet, je dis pas, mais un épisode. Ah si. C'est jouable. C'est carrément jouable. On loue des chatons, on les met sur la table et tout. Oui. Avec les petits miaulements, ce sera tellement mignon. Oui. On demande à des amis qui ont des chatons, on leur loue. Allez. Moi je suis chaud. On verra. Au live à Pontarlier. On verra. Ah oui, d'ailleurs on nous a invités, mais bon, c'est une autre question. Mais tiens, en parlant de live, c'est pas vraiment live, mais pour celles et ceux qui nous suivent sur Twitter, Facebook, on a parlé de notre anniversaire parce que ça fait bientôt 1 an qu'on parle des choses dans un micro. Et que vous nous suivez, donc vous avez soit un intérêt notable, soit une endurance, des gros problèmes mentaux, tout à fait respectable. Et non, voilà, ça nous fait super plaisir que vous nous suiviez, d'échanger avec vous, que vous nous écoutiez déjà, que de plus en plus vous nous fassiez des retours. Et ça, vraiment, c'est un des kiffs sans nom, que vous soyez critique vis-à-vis de ce qu'on fait, c'est trop cool, et que ça vous donne envie de partager d'autres choses, donc c'est trop bien. Et là, le but, c'était de fêter notre premier anniversaire avec vous. L'idée c'est de faire une petite soirée dans un bar. On va pas forcément enregistrer d'épisodes live. Le but c'est vraiment de pouvoir discuter avec vous. On va quand même passer avec un micro. Je vous conseille de vous rendre sur Facebook parce qu'on expliquait le principe. Mais le but c'est de vous faire préparer, enfin vous encourager en tout cas à préparer un petit pourquoi ou un comment ou un saviez-vous que. Pourquoi quand je m'endors j'ai un gros sursaut de merde. Voilà, typiquement. En gros, une petite question qui va susciter une explication de 30 secondes, pas plus, pas besoin que ce soit compliqué. Et on va passer avec un micro pour enregistrer tout ça. Et surtout avoir les réponses, parce qu'on m'a déjà dit, mais on vient avec les questions, après il se passe quoi ? Ah oui, alors on n'est pas des génies. T'es tombé sur un génie. J'avais mal compris aussi. Non, mais c'est vrai que la précision... Non, mais on me l'a déjà dit. Vous allez avoir la réponse prête à dégainer comme ça Ils sont forts, nous sommes Akinator. En même temps, on a une Camille. Avec Camille,
Je sais qu'on peut répondre à tout. Pourquoi là? Et puis s'il y a un truc sur les animaux, il y a le chroniqueur animalier. Oui. Mais voilà, donc dans tous les cas, on vous encourage à en tout cas nous suivre sur Twitter, Facebook, il y a toutes les informations. Ce sera le vendredi 25 mai à Paris. On va trouver un bar rapidement dès qu'on aura une petite estimation de combien nous serons, mais ça se remplit rapidement. Donc inscrivez-vous, inscrivez vos amis et puis venez, ça sera cool. On veut voir vos têtes. Voilà, ça sera pas guindé, ça sera plaisir, discussion. Donc soyez tranquilles. Et puis, comme d'habitude, ça nous fait toujours plaisir. On a reçu encore plein de messages. On a reçu plein de tartes à tatin parce qu'on nous écoutait jusqu'au bout. Alors, j'avais rien compris à cette histoire. Cette fois-ci, c'est tarte citron meringuée. Non, on va arrêter avec les tartes. Plus simple. Muffin aux fraises. Hop, tarte citron meringuée, on va faire les deux teams. Tarte citron meringuée, les gars. Ça nous a fait bien plaisir. On a reçu des invitations, des gens qui nous ont invités à venir enregistrer en Franche-Comté. Oui, c'est littéralement vrai. Et on hésite beaucoup. Merci. C'était beaucoup trop mignon. On vous donnera la réponse. Un monsieur qui nous a invités à enregistrer chez lui avec sa petite famille. Oui, c'était adorable. Vous voyez que les Francs-Comtois, ils sont trop chou mignons. Donc, peut-être qu'on ira. Pour ne rien vous cacher, il y a des chances pour qu'on fasse un petit tour en Franche-Comté. Et franchement, si on y va, je pleure de joie pendant tout le trajet en train. Tout le monde te reconnaîtra là-bas, enfin, c'est fou. Je suis la seule de moins de 25 ans. C'est la petite Camille qui est revenue de Paris. Je suis sûr que tu fais très bien l'accent de Franche-Comté que j'ai jamais entendu. Et puis, voilà, comme d'habitude. Et puis on remercie Lorraine d'être venue. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis trop contente d'avoir été parmi vous. On est trop contente de t'avoir eu avec nous. Franchement, ça a été un plaisir. On vous reconseille encore d'écouter La Poudre et de partager La Poudre. Et puis, de discuter de tout ça et de vous exprimer là-dessus. Oui, et de te suivre sur Twitter parce que c'est un très bon moyen de suivre ce que tu fais. Twitter est très bien géré. C'est vrai que c'est bien fait. Et on est désolé de la part d'Hicham. Non, mais de t'avoir donné des cauchemars pour une semaine. C'était intense, c'était une vraie expérience. Et sur ce, on vous encourage à donner autant de 5 étoiles à La Poudre qu'à Pardon Maman. Absolument. Je t'avoue que ça nous sert plus qu'à toi, mais vraiment, si vous pouvez enfiler aussi à La Poudre, ça nous fait plaisir. Merci, c'est hyper sympa de penser à moi. Allez, 1000 bisous, prenez soin de vous, et puis on se retrouve dans 2 semaines. À toi bien. Allez, ciao. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.